Bonjour à tous et à toutes. Merci à Bruxelles de m'accueillir virtuellement. Donc on va un petit peu aborder un élément dans un projet d'entreprise dans le domaine de l'e-commerce qui est comment être en ordre par rapport à la réglementation qui s'applique à une activité en ligne. Et on va voir ensemble que contrairement à une idée qu'on a souvent en tête quand on parle de réglementation en matière d'e-commerce, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des conditions générales de vente. On va voir qu'il y a toute une série d'autres éléments qui sont en fait même plus importants à se conformer pour être en ordre par rapport à la réglementation qui s'applique. Voilà, donc en quelques mots, comme Laetitia a dit, je m'occupe d'un cabinet conseil qui accompagne des entreprises à se lancer dans l'e-commerce. Alors, à un stade tout à fait débutant, comme on accompagne aussi des entreprises qui sont déjà actives dans l'e-commerce depuis des années et on les aide à grandir à l'international. Et on les accompagne sur les différents domaines de façon complètement 360 degrés, puisqu'on les accompagne sur la stratégie, sur le marketing, sur le choix de la plateforme d'e-commerce, sur le paiement, sur les aspects juridiques aussi, qui sont tous les aspects nécessaires dans un projet d'e-commerce. On n'est pas une agence web dans le sens qu'on donne du conseil, on ne va pas faire l'exécution, un petit peu comme un architecte aide à construire une maison, mais ne va pas construire lui-même le mur, mais il sait juger si le mur a été fait dans des bonnes conditions. Voilà, et donc parmi les domaines que nous accompagnons, il y a le domaine juridique, qui m'a amené notamment à écrire des livres dessus, à donner des cours dans ce domaine-là. Alors, déjà un petit peu se poser la question, qu'est-ce qu'on peut avoir comme souci si on n'est pas en ordre? Peut-être recevoir malheureusement la petite lettre que vous voyez à gauche, qui a l'air d'être sympa, parce que ça s'appelle, le titre c'est Invitation à une audition, mais si vous regardez un peu plus attentivement, vous allez voir que le SPF Economy en fait nous convoque ici, convoque un e-commerçant à donner des explications devant deux inspecteurs. Et pourquoi? Pour des faits, vous voyez en troisième paragraphe, qui concernent une infraction punissable d'une peine privative de liberté, oui, ça peut arriver, qui pourrait vous être reproché pour des infractions à législation économique. Parce que il y a aussi des délits pénaux qui peuvent être appliqués dans ce cadre-là. Alors évidemment, là, c'est une situation où les commerçants, bon, je ne sais pas s'il était de bonne ou de mauvaise foi, étaient pas du tout en ordre de façon significative au point d'être directement entendus. Je vous rassure, la plupart du temps, la première démarche que vont faire l'autorité de contrôle, qui est, si vous voulez, un peu le gendarme économique, qui est le SPF Economy, le premier grade, enfin, le premier niveau d'intervention, c'est en général juste envoyer un avertissement. Vous voyez que donc pour les chiffres qui sont disponibles, on n'a pas encore les chiffres 2020, mais en 2019, il y a eu à peu près 5000 contrôles de sites web, 5000 sites qui ont été contrôlés. Et il y a une proportion quand même assez importante de sites qui ne sont pas en ordre, puisque vous voyez qu'il y en a 3000 qui ont fait l'objet d'un avertissement. Donc, à peu près 60% des sites ont été relevés comme étant en infraction et donc ont reçu un courrier du SPF Economy. Et puis, il y en a un certain nombre qui n'ont pas donné de suite à ce courrier-là ou auquel l'infraction était suffisamment grave pour qu'on envoie directement un pro-justiciable pour signifier officiellement l'infraction et éventuellement des poursuites qui en suivent. Donc oui, il y a quand même pas mal de sites qui ne sont pas en ordre. Qu'est-ce que le SPF Economy relève en fait comme principales infractions? Vous les voyez listées. Bon, on en parlera, hein, le fait de ne pas donner suffisamment d'informations claires sur l'identification de l'entreprise, d'avoir oublié de parler de la plateforme de règlement extrajudiciaire des litiges, on en dira un mot tout à l'heure, de ne pas avoir été suffisamment clair sur le droit de rétractation, de ne pas avoir été précis sur la garantie légale, de ne pas l'avoir signalé par exemple, de ne pas avoir un bouton bien clair pour la passation de la commande, et aussi, là c'est plutôt purement administratif, ne pas avoir déclaré l'activité d'e-commerce à la banque Carrefour aux entreprises et d'avoir ajouté le code NACE qui correspond à l'activité de vente en ligne. Alors on va entrer directement dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en ordre? Et ça, c'est surtout lié à une réglementation qui a été mise en œuvre en 2014, une réglementation européenne, une directive en 2011, une directive d'harmonisation complète de tout ce qu'on appelle la réglementation de
protection des consommateurs lorsqu'il achète à distance, dont fait partie l'e-commerce. Donc, cette réglementation a été votée au niveau européen, s'applique partout de façon uniforme en Europe depuis 2014, depuis le mois de juin 2014 pour être précis. Donc c'est assez pratique parce que si on est en ordre par rapport à la réglementation en Belgique, on est en fait en règle par rapport à toutes les réglementations européennes par rapport à la protection du consommateur lorsqu'il achète à distance. En fait, le législateur, il a voulu, je vais presque dire, surprotéger le consommateur quand il achète en ligne, en se disant qu'en ligne, on n'a pas l'occasion vraiment de pouvoir poser des questions à un vendeur, comme on pourrait le faire en magasin physique. On n'a pas l'occasion de voir de ses propres yeux le produit, de le sentir, de le toucher, de le goûter pour certains produits. Donc, on n'a pas une bonne idée du produit. Et donc, il est logique, en contrepartie de cette mauvaise facilité de bien juger de son achat potentiel, qu'on ait des droits supplémentaires quand on est consommateur, quand on achète en ligne par rapport à ce qu'on a quand on est un consommateur dans un magasin physique. Donc, c'est vrai que le consommateur, il est surprotégé en achetant en ligne. C'est évidemment un petit peu ennuyant pour le vendeur, puisque bah, oui, le consommateur a plus de droits que s'il achetait en magasin physique, mais je vais presque dire, c'est finalement pour le bien de l'e-commerçant, puisque en surprotégeant le consommateur, on lui donne confiance à acheter en ligne, et je pense que c'était quand même le vœu du législateur de faciliter l'achat en ligne de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en ordre? Et on va voir que c'est vraiment pas qu'une question de conditions générales de vente. Il y aura 4 points à analyser sur notre site pour voir si on est bien en ordre. On va commencer par le premier. Le premier, mais on va voir, ce sont les mentions qu'on appelle souvent les mentions légales, les mentions obligatoires sur le site. Alors ces mentions-là, en fait, elles doivent être existantes pour tout site, même un site qui ne vend pas en ligne, tout site d'un professionnel, mais aussi toute page sur un réseau social. Donc toute page de présentation en ligne, que ce soit un site ou même une page Facebook, on doit avoir la présence de ces informations-là. Depuis 2014, d'ailleurs, Facebook et tous les réseaux sociaux se sont adaptés à la réglementation européenne et ont prévu la possibilité de rajouter des informations légales lors de la création d'une page d'entreprise. Évidemment, Facebook n'est pas légalement obligé de vérifier si l'entreprise l'a rempli. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas rempli, mais vous avez la possibilité technique de le faire et vous avez normalement, légalement, l'obligation de le faire. Ces informations-là doivent être accessibles sans effort particulier de l'internaute à partir de n'importe quelle page de votre site web. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va mettre ces informations-là que je vais vous détailler, on va les mettre dans une page d'un site et dans les autres pages d'un site, on va mettre un lien qui renvoie vers cette page-là. Et ce lien-là, on le met souvent là en dessous du site, dans ce qu'on appelle le footer, d'un point de vue technique, parmi tous les liens qui se trouvent en dessous du site. On va mettre souvent un lien qui s'appelle mention légale, ou qui sommes-nous, ou information sur le vendeur. En fait, on peut mettre un terme que l'on choisit. Il n'y a pas d'obligation de mettre mention légale, mais il faut que ça soit suffisamment clair pour que le consommateur perçoive bien que c'est là qu'on a des informations sur le vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir y mettre? On doit devoir en fait indiquer qui on est. Tout professionnel ne peut pas avoir un site web s'il n'a pas indiqué qui il est. Donc, ça implique, si on exerce en personne physique, d'indiquer son prénom et son nom. On ne peut pas utiliser de pseudo quand on est un professionnel. Hein. Quand on est un particulier, on peut utiliser un pseudo, mais pas quand on est un professionnel. On doit indiquer, si on est une personne morale, ben, le nom de la société, le statut juridique, SRL, SA ou autre. On doit indiquer le numéro d'entreprise officiel et on doit indiquer le numéro de TVA. Alors vous allez me dire, en Belgique, les deux numéros se ressemblent. C'est vrai, ils ne sont pas tout à fait identiques. Un numéro de TVA, il faut rajouter BE. En fait, comme c'est une réglementation européenne, il y a une obligation de mettre les deux numéros pour qu'un étranger puisse bien voir les deux informations. Donc faites attention, vous pourriez avoir une lettre des autorités de contrôle simplement parce que vous n'avez pas mis les deux informations, même si elles se ressemblent. C'est en tenant compte d'une harmonisation européenne de la réglementation qui impose ces deux infos. On a indiqué quel est le siège social, où il se situe. Et alors, on va, en plus d'indiquer qui on est, indiquer comment on peut nous contacter. Donc, si ce n'est pas par le siège social qu'on doit nous contacter, on va indiquer l'adresse commerciale où on peut écrire. On doit indiquer l'adresse email.
et on doit l'indiquer de façon visible. Donc, on ne peut pas uniquement mettre un formulaire de contact. On peut mettre un formulaire de contact, mais il faut aussi que l'adresse email soit visible. Pourquoi? Mais parce que le législateur a souhaité éviter ce qu'il y avait comme problème auparavant de vendeurs de bonne ou de mauvaise foi qui disaient ne jamais avoir reçu de la part du consommateur un formulaire rempli. Et le pauvre consommateur, comme c'était un formulaire qu'il avait rempli en ligne, il avait une preuve comme quoi il avait s'était plaint de quelque chose auprès du vendeur, et donc il y avait des malentendus de bonne ou de mauvaise foi à cause de cela. Et donc le consommateur, il a le droit de pouvoir garder une preuve de ce qu'il a envoyé comme demande ou comme grief au vendeur, et donc il doit pouvoir conserver ça sur une messagerie électronique et donc avoir une adresse email bien visible. Si on a le téléphone, en tant que professionnel, on doit indiquer son numéro de téléphone. Et on est censé indiquer normalement tous les moyens de contact pertinents qu'on l'on propose à la clientèle, mais on a, à la part l'email et le téléphone, il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir Skype ou autre, ou le fax comme moyen de contact. Et alors, on doit évidemment, mais ça, je crois que ça fait l'objet d'un autre webinaire, respecter le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données, qui aborde la partie, donc la manière dont vous collectez les données personnelles. Vous devez bien entendu bien préciser cela. Souvent, on le met dans ce qu'on appelle une charte vie privée ou une politique de gestion des données personnelles. Ça, donc, ça fait encore partie des informations que vous devez indiquer. Et quatrième point, là, c'est plus facultatif, enfin, ça dépend de votre situation. Si vous avez souscrit un code de conduite, par exemple le code de conduite de BigCommerce, la fédération du professionnel dans le domaine, vous devez indiquer ce code-là. Vous devez indiquer les coordonnées de contact pour pouvoir signaler une plainte par rapport au non-respect de ce code-là. Et si vous êtes dans une réglementation protégée, réglementée vous êtes dans un domaine d'activité réglementé, comme par exemple l'ordre des architectes, l'ordre des pharmaciens, vous devez indiquer les coordonnées de l'ordre et la manière dont vous êtes enregistré, donc souvent un numéro d'enregistrement. Voilà, donc tout cela doit être présent. Je vous précise donc bien que ce soit que vous ayez un site web ou simplement une présence sur les réseaux sociaux, vous devez avoir cela, même si vous n'avez pas d'ailleurs de boutique en ligne. Et c'est valable en B2C comme en B2B. Donc, en B2B, ça veut dire entre business to business, donc quand vous vendez à des professionnels. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point à vérifier sur votre site. Avez-vous bien toutes ces informations-là présentes? Parce que ça sera évidemment quelque chose qui va être contrôlé et qui en fait, je vous recommande de le mettre aussi, pas uniquement pour respecter la loi, mais pour donner la confiance au consommateur qui est sur votre site. Il a envie de savoir à qui il a affaire, et donc si vous lui donnez toutes ces informations-là, évidemment, il sera rassuré. Si vous ne lui donnez pas ça, il va plutôt aller voir ailleurs. Donc, il y a deux bonnes raisons pour le faire. Il n'y a pas que, entre guillemets, la raison juridique, il y a la raison d'efficacité commerciale. Vous voulez vendre, il faut évidemment être contactable et être fiable. Alors, fiable, en tout cas, indiquer qui on est. Voilà, ça c'était le premier point à vérifier. Deuxième point à vérifier. Deuxième point à vérifier, alors là, quand on est un vendeur, on va proposer son produit, on va mettre des fiches de produit, des fiches services, et donc ça va être au niveau de la présentation de l'offre qu'il faudra aussi mettre des informations. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? On est censé en fait décrire les caractéristiques du bien ou du service de façon suffisante pour que la personne qui est sur notre site puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Alors, c'est assez vague, évidemment, cela, et ce n'est pas décrit précisément pour chaque produit, chaque service, qu'est-ce qu'il faut mettre. Moi, je raisonne de façon a priori assez logique en disant que vous devriez mettre sur votre site web au minimum les mêmes informations que ce que le consommateur peut obtenir passivement, c'est-à-dire sans faire de démarche auprès d'un vendeur, s'il est en magasin physique. Attention, que ça voudrait dire que vous devez mettre normalement au moins ce qui se trouve, par exemple, sur l'emballage d'un produit. Je vais prendre l'exemple d'un électroménager. Vous vendez un robot culinaire. Vous allez indiquer la tension électrique, la consommation, le nombre d'accessoires. Vous allez donner suffisamment d'informations telles que ce qu'on trouve normalement sur l'emballage du produit. A priori, si vous faites ça, vous respectez le bon sens qui est derrière cette loi
et vous devriez convaincre, je pense, le juge s'il y a un litige par rapport à un consommateur qui estime ne pas avoir suffisamment d'informations par rapport à cela. Alors, vous devez, ça c'est encore hyper important, indiquer le prix total, mais tout compris. Alors, tout compris, attention, ça ne veut pas dire uniquement taxes comprises, donc TVA comprise, éco-taxes éventuelles, taxes de recyclage et compagnie. Ça veut dire aussi livraison comprise. Donc là, le législateur européen a été bien précis. Il faut que le prix soit connu, tout frais compris, dès la présentation de l'offre, de manière à ce que le consommateur sache qu'est-ce que ça va lui coûter s'il décide finalement d'acheter ce produit. Alors vous allez me dire, peut-être dans certains cas, on ne sait pas calculer ça automatiquement. Oui. Et ça a été prévu aussi. Si vous ne pouvez pas calculer automatiquement cela, ben vous devez alors mettre un lien allant vers un tableau qui, en fonction par exemple de la destination du colis, va indiquer le coût supplémentaire qui est prévu pour la livraison. Donc vous allez faire un petit tableau indiquant que pour la Belgique, c'est par exemple 5 € de livraison, pour la France, c'est 8 €. Et je vous suggère d'ailleurs, pour la Guyane, c'est 25 €. Parce que si vous ne précisez pas cela, si un consommateur en Guyane, il a légalement le droit de considérer qu'il est en France, et vous allez devoir le livrer pour 8 €, ce que la plupart des transporteurs ne vous proposeront pas. Donc soyez bien précis. Et là, vous n'aurez pas de problème par rapport à cela. Je peux vous dire l'histoire d'un e-commerçant belge qui a voulu vendre un Corse et qui avait mis livraison à J+2 et pour 5 €. Le Corse a évidemment exigé cela et l'e-commerçant n'a pas voulu. Et le Corse a dit oui, non, je suis français, vous devez appliquer ça. C'est vrai qu'il a raison, c'était l'e-commerçant qui devait bien préciser qu'il y avait un tarif différent selon la destination, même sur un même pays. Alors, qu'est-ce que vous devez aussi indiquer? Vous devez informer déjà au stade de la présentation du produit quels sont les modes de paiement qui sont acceptés. Donc, un peu comme dans un magasin physique où on sait que normalement le cash est légalement obligatoire, et puis il y a toute une série d'autres moyens de paiement qu'on va signaler. Là, il y a une obligation d'indiquer que vous acceptez tel ou tel mode de paiement. Vous devez indiquer aussi comment le consommateur pourra être livré. Donc, les différents modes de livraison doivent être indiqués sur la fiche produit ou pas forcément directement sur la fiche produit, avec un lien qui permet d'aller vers une page qui explique tout cela. Donc concrètement, la plupart du temps, on fait plutôt cela. On va parfois mettre les pictogrammes des modes de livraison, des modes de paiement, et on va renvoyer vers une page web qui explique un peu plus en détail tout cela. Vous devez vraiment faire attention que la garantie légale soit bien indiquée sur la fiche produit. Donc on en parlera, mais c'est a priori au minimum de 2 ans en Europe. Et dans certains cas que vous voyez listés, il y a quelques informations complémentaires qu'on va devoir indiquer. De toute façon, il faut aussi indiquer les modalités de rétractation, on y reviendra. Donc en fait, le consommateur, il doit, dès la fiche produit, savoir à quoi il s'engage, et s'il s'agit par exemple d'un contrat, quelle est la durée de ce contrat. Donc tout cela doit être disponible sans devoir créer un compte, sans devoir s'identifier. Par rapport au GDPR, on ne doit pas fournir des données personnelles pour avoir ce genre d'informations-là. Donc, on ne demande pas d'informations personnelles si on demande juste au consommateur dans quel endroit vous voulez être livré. S'il veut être livré en Corse, oui, mais si vous devez lui demander l'adresse complète, là, vous ne devez pas récolter cette information complète pour simplement dire quel est le coût de la livraison. Voilà, alors quelques petits exemples pour qu'on comprenne bien. Ici, vous en doutez, ce n'est pas un site conforme. Pourquoi c'est pas conforme? Pour plusieurs éléments. Le premier élément, à la rigueur, le prix, il est clair. C'est marqué prix net, donc c'est censé être prix tout compris, 11 €, TVA comprise et livraison comprise. À ce niveau-là, il ne devrait pas avoir de problème. Par contre, qu'est-ce qui ne va pas? Mais on ne présente pas suffisamment le produit. Alors, déjà, d'un point de vue pratique, d'un point de vue technique, on doit savoir les dimensions, on doit savoir la matière du produit. Ici, on vend un produit qui s'adresse à des personnes de moins de 14 ans. En Europe, il y a l'obligation d'indiquer qu'on respecte les normes CE. On doit d'ailleurs, par parenthèse, vérifier si c'est bien vrai que le fabricant est bien en conformité. On ne peut pas se fier uniquement à la déclaration du fabricant. Je pense notamment à des fabricants qui seraient non européens et auxquels on aurait fait appel. Donc, soyez bien attentifs à ces informations-là. Donc, il faut que
qu'on ait suffisamment d'informations sur le produit, ce qui n'est pas le cas ici. Et il y a un autre problème encore d'un point de vue légal, c'est que on peut mettre le produit en situation, on peut mettre une photo du produit en situation, mais ici, on n'a qu'une photo du produit en situation et on devrait voir le produit aussi tout seul. Ici, ça peut induire en erreur. Quelqu'un de pas attentif pourrait croire qu'on achète le lit, alors qu'en fait, on achète juste le moustiquaire. Bon, c'est assez amusant parce que les commerçants en question ne comprenaient pas bien pourquoi ils ne vendaient pas. Indépendamment de l'aspect légal, quand vous voyez ce genre de fiche produit, avec en plus des fautes d'orthographe, ça ne donne pas trop envie d'acheter. Donc vous comprenez tout l'intérêt de respecter la loi, mais aussi de convaincre le consommateur que ça vaut la peine d'acheter. Même pour 11 €, on va peut-être quand même pas jeter l'argent comme ça en achetant des trucs qui ne sont pas clairs. Ici, inversement, vous voyez une fiche produit qui est hyper détaillée. Là, j'ai coupé en deux, en fait, c'est vertical normalement qu'elle se présente. Vous voyez toutes les informations sur la spécificité du matelas, les différentes tailles, la composition, comment ça va être livré. Donc là, on peut dire on a une fiche produit qui est bien complète d'un point de vue juridique et qui est suffisamment aussi rassurante pour le consommateur. Alors, voilà, encore un petit exemple ici, un produit alimentaire. Légalement, on est obligé d'indiquer les allergènes de façon bien claire, en gras et en lettres majuscules. Vous voyez, on respecte bien cela. Donc, le consommateur sait très bien qu'est-ce qu'il va acheter, visuellement, au niveau des ingrédients. Et vous voyez qu'on lui demande dans quel pays il faut livrer. Et en fonction d'un petit menu déroulant, on voit le prix affiché. Là, on est tout à fait en conformité puisqu'on nous indique que c'est 29 € plus les frais de livraison qu'on peut obtenir directement sur la fiche produit. Voilà un autre e-commerçant ici qui donne un petit tableau qui est, il pourrait être un tout petit peu plus mieux présenté peut-être. Je pense qu'entre-temps ils l'ont amélioré, mais c'est suffisamment clair d'un point de vue juridique. On informe du délai et des coûts en fonction des modes de livraison. Alors tout cela doit être fait sur votre site d'e-commerce, mais aussi sur la page, sur un post que vous publiez sur les réseaux sociaux, parce que déjà en 2014, le législateur a bien prévu que les informations que vous voyez ici listées doivent être indiquées dans tout cas où on présente une offre. Donc on ne veut pas se permettre sur les réseaux sociaux de juste mettre une photo et de dire acheter. Il faut évidemment mettre le prix, les caractéristiques principales du bien et du service. Une photo ne suffira pas. Il faudra indiquer le droit de rétractation, il faudra indiquer la durée du contrat s'il s'agit d'un contrat, et on devra indiquer qui on est de façon suffisamment claire. Donc on doit pouvoir aller vers l'identification de l'entreprise qui est proposée sur le réseau social. Voilà, ça c'était le deuxième point. La deuxième checklist, donc la première sur les mentions obligatoires, ce qu'on appelle souvent mentions légales, la deuxième sur les fiches produits, et la troisième, alors, c'est au processus de commande. Une fois que le consommateur a mis le produit dans le panier et qu'on va vouloir qu'il signe, entre guillemets, le bon de commande. Et là, la réglementation 2014 prévoit, qui est d'application depuis 2014, prévoit toute une série encore d'éléments à vérifier. Donc ici, vous voyez une checklist à vérifier. Vous devez informer à tout moment le consommateur à quelle étape il se trouve dans le processus de commande. Il se trouve première, deuxième, troisième ou quatrième étape. Il doit avoir ça souvent sous forme de ligne de temps. On indique à quelle étape on se trouve. On n'a pas le droit de lui rajouter en cours de parcours des options payantes en les ayant précochées. Donc en faisant en sorte que s'il est distrait, automatiquement ça se rajoute. Par contre, on peut évidemment suggérer. Et vous connaissez certainement des compagnies aériennes très fortes pour nous faire un tas de suggestions une fois qu'on a choisi un billet. On va nous rajouter tel montant pour avoir plus d'espace dans les pieds, tel montant pour un bagage en soute et ainsi de suite. Ils ont le droit de nous rajouter cela tant que ce ne sont pas des options obligatoires et tant que ça n'a pas été précoché, donc que ce soit le consommateur lui-même qui dise « Ah bah oui, j'ai envie de payer 15 € de plus pour avoir un peu plus d'espace pour mes pieds. » Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit évidemment des options obligatoires. Et alors, troisième point, à la dernière étape, au moment où on a envie que le consommateur signe le bon de commande, s'engage, là, on a l'obligation en Europe de lui envoyer un récapitulatif de commande.
donc une sorte de bon de commande, où on va mettre souvent une petite photo miniature des produits qui sont sélectionnés, une brève description des produits, parfois une référence. On va mettre le prix total. Si c'est un contrat, on va indiquer la durée minimale du contrat. On va rappeler les obligations clés, du style les frais de renvoi sont à charge du consommateur, il y a une caution à payer, on va réexpliquer les modalités de rétractation. Et c'est à ce moment-là aussi que si on a des conditions générales de vente, on va devoir les faire accepter de façon explicite par le consommateur en cochant une case. Et là, on n'a pas le choix par rapport à la charte vie privée, il faut une deuxième case parce que le GDPR impose un consentement séparé pour les données personnelles. Donc, on va faire valider la charte vie privée de façon séparée par rapport aux conditions générales de vente. Attention que ça ne peut pas être un seul document, il faut que ça soit bien séparé et approuvé séparément. Alors, une fois que la personne a coché ces deux cases-là, on va lui demander d'appuyer sur un bouton pour valider le contrat, pour faire en sorte qu'il marque son accord. Et là, la réglementation d'application depuis 2014 prévoit qu'il y a un bouton de signature du bon de commande. Ce n'est pas un bouton de paiement, c'est un bouton de signature du bon de commande. Et normalement, le texte qu'on doit mettre, c'est commande avec obligation de paiement. Bon, ce n'est pas très attrayant comme terme. Et heureusement, le législateur a prévu qu'on peut mettre une formule analogue dénuée d'ambiguïté qui indique que passer la commande implique de payer l'entreprise. Et qu'est-ce que vous pouvez alors mettre de façon tout à fait opérationnelle? C'est par exemple payer maintenant, je règle la commande, je commande et je paye, je valide l'achat, j'achète. Parce que dans tous ces termes-là, il y a toujours la notion de paiement. Par contre, vous ne pouvez pas simplement mettre un bouton où c'est suivant. Sous-entendu, c'est à l'étape suivante. Non, il faut que ça soit beaucoup plus clair que on va devoir payer l'étape suivante. On ne peut pas se contenter de confirmer. Ce n'est pas suffisamment clair qu'on s'est engagé un paiement. Commander non plus. Enregistrer non plus. Clôturer encore moins. Donc, soyez attentifs à ce qu'il y ait bien un bouton qui indique clairement que l'étape suivante, ça sera le paiement. Ça fait partie, vous vous rappelez, des points que le SPF Économie a relevés comme étant souvent dans les infractions. Voilà un exemple d'un site qui prévoit bien correctement les deux cases à cocher et un bouton bien clair, et même un peu long là, mais qui a voulu préciser qu'on pouvait commander uniquement si on est en Belgique. Voilà un autre site où c'est bien clair, il y a un bouton payer, voilà, donc l'étape suivante, on sait qu'on va devoir payer, il n'y a pas d'ambiguïté ici, tout s'y trouve bien. La plupart des sites, enfin, je vais presque dire tous les sites importants sont tout à fait en ordre. Donc ici, statistiquement, 60%, c'est qu'évidemment, quand on consulte 5000 sites, on tombe sur des sites qui sont peut-être des plus débutants et qui sont en tout cas moins attentifs à cela. Dans les grandes entreprises, comme vous en voyez ici un nom, évidemment, il y a un service juridique qui a bien vérifié si tout est bien en ordre. Voilà un autre site là, où je montrais un exemple d'un matelas, c'est bien clair. Payer en toute sécurité. Bon, vous voyez qu'on peut mettre évidemment un petit peu d'approche commerciale ici. En toute sécurité, on rajoute un peu la confiance, même si on sait que payer est toujours un élément un peu inquiétant pour un consommateur, évidemment. Confirmer l'achat, ça c'est bon aussi. Par contre, j'espère que le site a évolué au cours du temps. Ce site-là n'est pas conforme, puisque vous voyez qu'il y a juste un bouton suivant. Voilà, ce n'est pas bon, la condition générale de vente ont été précochées, on ne peut pas ça, et on a rajouté d'office une option incontournable, la livraison de 5 €. C'est seulement à cette étape-là qu'on sait qu'il faudra payer 5 € de plus, ça ne peut pas se faire. Par contre, on aurait pu mettre récupération dans nos bâtiments, gratuitement, et puis vous voulez être livré chez vous, plus 5 €, là. L'option aurait été, si on avait précoché l'option livraison chez nous, enfin livraison plutôt chez le vendeur, gratuit, là, il n'y aurait pas de souci, ce serait le consommateur qui dit « Ah, je suis prêt à payer 5 € de plus pour être livré chez moi ». Voilà, ça c'était pour le processus de commande. Alors, les fameuses conditions générales de vente. Ça c'est amusant parce qu'on vient souvent nous consulter en nous disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à établir les conditions générales de vente pour être en ordre ?» Et on doit leur dire « Écoutez, oui, c'est probablement intéressant que vous ayez des conditions générales de vente, mais c'est absolument pas que cela que vous devez faire pour être en ordre. »
Le plus cocasse en plus, c'est qu'en Belgique, en tout cas, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des conditions générales de vente, mais c'est vivement recommandé. Pourquoi c'est vivement recommandé? Parce que c'est dans votre intérêt en vous, en tant que vendeur, d'en avoir pour vous protéger par rapport à des situations peut-être un peu particulières qui ne sont pas prévues par le législateur ou qui risquent d'être tranchées de façon peut-être ambiguë si le juge de paix intervient. S'il y a des conditions générales de vente que vous avez établies, bah, il est possible que le juge de paix se base sur ce que vous avez indiqué, puisque, a priori, ça a été accepté par l'acheteur et donc elles peuvent être opposables. Mais pour qu'elles soient opposables, il faut évidemment qu'elles ne soient pas contraires à la loi. Donc, vous ne pouvez pas mettre des clauses qui sont contraires à la loi, évidemment. Vous ne pouvez pas mettre ce qu'on appelle des clauses abusives. Donc, les clauses abusives, c'est des clauses qui font que la relation est complètement disproportionnée entre vous, vendeur, et l'acheteur, de sorte que l'acheteur perdrait par exemple des droits. Hein, lui interdire par exemple de recourir à la justice pour se plaindre, c'est évidemment une clause qui est d'ailleurs une clause illégale. Hein, mais une clause abusive, c'est par exemple exclure toute responsabilité pour les textes et les photos que vous avez mises. Exclure toute responsabilité, ben non, vous avez une responsabilité. Vous avez choisi des photos, vous avez choisi des textes. C'est sur base des photos et des textes que le consommateur a fait son choix. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez mis n'importe quelle photo et que si le consommateur n'est pas se plaint, ben, il ne peut pas se prévaloir des textes et des photos que vous avez mises. Par contre, vous pouvez nuancer et mettre dans vos conditions générales de vente que vous avez fait vous avez pris la meilleure attention possible pour faire les photos et décrire le produit, mais qu'il est possible que, par exemple, il y ait une légère différence entre le rendu de la photo et la réalité du produit. Et là, le juge, normalement, devra se dire, bah oui, c'est normal, une photo n'est pas, évidemment, une copie fidèle de la réalité. Donc, attention à cela, et ça ne sert à rien d'avoir écrit des conditions générales de vente si elles n'ont pas été acceptées explicitement par l'acheteur avant la commande, par une case à cocher ou par le fait que ça a été clairement bien indiqué avant le bouton de commande qu'il y avait ces conditions générales de vente en mettant un lien direct vers ces textes-là. La charge de la preuve vous incombe à vous, vendeurs, de pouvoir prouver que l'acheteur ne pouvait pas ignorer vos conditions générales de vente. Vous ne pouvez heureusement pas devoir prouver qu'il les a lues, hein, mais vous devez pouvoir prouver qu'il les a acceptées. Donc attention à cela, sinon elles vont être considérées comme n'étant pas opposables, c'est-à-dire qu'il est très probable qu'on va considérer qu'elles n'ont pas été validées par l'acheteur et donc que le vendeur les a peut-être écrites, mais il ne pourra pas s'en prévaloir. Hein. Il y a pas mal de sites malheureusement qui sont dans cette situation de ne pas avoir fait valider leurs conditions générales de vente par le consommateur. Il y a même parfois, c'est assez cocasse de voir le texte par défaut en latin qui est pour remplir une page qui est mis dans le texte des conditions générales de vente. Hein. On n'a même pas mis un texte valable. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien, évidemment, hein, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir des conditions générales de vente. Hein. Par contre, il y a certaines informations qui doivent se retrouver quelque part, comme par exemple le droit de rétractation. Et si vous les avez mis évidemment dans les conditions générales de vente, vous n'avez pas besoin de le remettre ailleurs, mais si vous n'avez pas des conditions générales de vente, il faut évidemment mettre ces informations-là qui sont obligatoires par la réglementation. Donc, en fin de compte, oui, on ne peut que vous recommander, doublement vous recommander d'avoir des conditions générales de vente. Alors, ne prenez pas les conditions générales de vente d'une autre boutique en ligne. Pourquoi? Déjà, ce n'est pas un texte de loi, c'est un texte, c'est une œuvre rédigée souvent d'ailleurs par des avocats, mais pas obligatoirement. Hein, on n'est pas obligé d'être avocat pour écrire ça, vous pouvez d'ailleurs vous les écrire vous-même. Hein, mais ne prenez pas les conditions générales de vente de quelqu'un d'autre, puisque vous reprenez une œuvre et en fait vous faites ce qu'on appelle un délit de contrefaçon, un plagiat de cela, et vous pourriez être donc poursuivi par l'auteur de l'œuvre pour avoir recopié cela. Et en plus, ça peut être encore plus grave si c'est un concurrent, puisque ce concurrent-là, alors, il pourrait aller jusqu'à considérer que vous faites du parasitage économique, que vous profitez de son travail gratuitement, et qu'alors que vous auriez dû payer cela, et donc il va pouvoir, évidemment, ça vous lui donnez vraiment l'occasion de vous battre facilement, puisque en plus du plagiat, vous avez profité de cela alors que vous êtes concurrent.
Or, je vais presque dire, c'est souvent par rapport à un concurrent qu'on peut le mieux s'inspirer des conditions générales de vente. Soyez très prudent quand vous voyez conditions générales de vente type. En fait, la plupart du temps, dans ces textes-là, se retrouvent que les textes de loi. Et les textes de loi, ben, il n'y a a priori pas besoin de les rappeler. C'est du remplissage. Les textes de loi ne sont pas protégés par le droit d'auteur, donc c'est pour ça que vous avez des conditions générales de vente type, mais elles sont incomplètes pour vous protéger, parce que vous n'avez pas plus que ce que la loi vous protège. Et donc, vous avez intérêt à faire des conditions générales de vente beaucoup plus complètes que ce qu'on vous propose dans ces conditions générales de vente type. Elles ne sont probablement pas adaptées à votre secteur et peut-être pas adaptées à votre service après-vente. Vous avez peut-être telle manière de gérer les litiges ou les situations particulières qu'il faut l'avoir bien décrit cela dans vos conditions générales de vente. Je pense que dans les, je ne sais pas combien pendant plus de 100 conditions générales de vente que j'ai rédigées, ça a été à chaque fois du sur-mesure, et au moins sur une bonne partie de cela, évidemment pas tout, il y a des aspects qui sont beaucoup plus standards. Hein. Mais donc veillez bien à avoir quelque chose qui soit adapté à votre secteur. Alors sachez qu'on a tout à fait le droit de s'inspirer des idées des autres, hein, tant que vous écrivez autrement et dans un autre ordre, dans une autre logique que l'œuvre que vous avez utilisée. Hein. Donc, entre guillemets, piquer l'idée de quelqu'un est légalement autorisé. Piquer le texte ou la structure de quelqu'un, là, par contre, c'est protégé par le droit d'auteur. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. Hein, donc, attention à ces différentes situations. Alors, que vous ayez des conditions générales de vente ou si vous n'en avez pas, ben en tout cas, il faut absolument que vous parliez de ce fameux système de règlement des litiges à l'amiable. Enfin, pas l'amiable, pardon. Procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Parce que le premier stade, normalement, d'un litige, c'est d'essayer de régler à l'amiable entre vous, vendeur, et l'acheteur. Mais si on ne trouve pas d'entente, eh ben, on va à l'étape supérieure. Et ben, l'étape supérieure est souvent pensée comme étant la justice, mais depuis 2016, le législateur européen a voulu imposer que le consommateur soit au courant qu'il est possible, s'il le souhaite, de faire appel à un médiateur pour trouver une solution au litige. Donc c'est une procédure extrajudiciaire de litige qui ne passe pas donc à ce stade-là par la justice et qui fait intervenir un médiateur pour trouver une solution. Donc c'est pas pour trancher un litige, hein, c'est pour trouver une solution, le médiateur. Hein. Il y arrive, les deux parties sont d'accord, ben, il traduira ça dans un document et ça pourra même être après confirmé par un jugement. Enfin, ça a la même force qu'un jugement de justice si ça a été confirmé par les deux parties. Si une des deux parties n'est pas d'accord sur le résultat de la médiation, ben, il est évidemment tout à fait possible d'aller en justice. Évidemment, ça n'exclut pas cette possibilité-là. Mais attention, en tant que vendeur, on a l'obligation de signaler ces procédures extrajudiciaires de règlement des litiges. Et l'information minimale que vous devez indiquer en plus, c'est le lien que vous voyez affiché ici, qui est le lien de la Commission européenne, sur le site de la Commission européenne, qui explique cela. Donc attention, si vous n'avez pas cela, vous n'êtes pas du tout en ordre sur ce point-là, et donc susceptible d'avoir un avertissement pour ce manquement-là. Par contre, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé, donc, je le disais, de suivre le jugement du médiateur. Hein. Enfin, pas le jugement, la proposition du médiateur. Hein. Donc, vous restez libre, évidemment, de poursuivre l'action en justice, comme le consommateur, évidemment, libre aussi d'aller de ce côté-là. Hein. Voilà, ça c'était pour les éléments que vous devez donner au moment juste avant la conclusion du contrat. Donc, qu'ils puissent avoir accès aux conditions générales de vente et qu'ils puissent les valider avant de valider la commande. Alors maintenant, la commande, elle est là. Super, presque tout est fait pour nous. On peut, en tant que vendeur, se dire, chouette, il a passé commande. Mais il y a encore une étape à faire. C'est l'accusé de réception de la commande. Donc, à ce moment-là, souvent on le fait de façon d'ailleurs automatique, on va lui envoyer un récapitulatif de la commande. Une sorte, si vous voulez, de duplicata du bon de commande, où on va en général mettre un numéro de référence et on va rappeler, là on est obligé, rappeler les éléments essentiels du contrat.
on va devoir mettre un lien vers les conditions générales de vente, et on va devoir rappeler à ce stade-là aussi l'existence d'un droit de rétractation, sauf quand ou indiqué qu'il ne s'applique pas. On verra ça tout à l'heure. On doit indiquer aussi le lien vers un formulaire type pour le formulaire de rétractation. Donc tout cela, on doit le transmettre sur un support de manière à ce que le consommateur puisse le conserver sur un support durable. Alors, c'est pas évident de faire cela dans la pratique. J'ai vraiment une recommandation que je vous fais, c'est de l'envoyer de deux manières différentes. D'une part, vous l'affichez sur l'écran, et quand vous l'affichez sur l'écran, vous mettez un bouton imprimer cette page pour que le consommateur puisse justement imprimer et garder ça sur un support durable. Comme ça, vous respectez cette condition qui est imposée. Et je vous recommande aussi de l'envoyer parallèlement par email, parce que l'email aussi va pouvoir être facilement imprimable. Pourquoi l'envoyer par deux manières différentes? C'est pour que, de bonne ou de mauvaise foi, le consommateur ne dise pas « Ah, bah tiens, le site a bugué, j'ai pas pu voir le récapitulatif de commande », ou s'il avait reçu que par email, qu'il puisse dire ah, ben, je ne l'ai pas vu, il était peut-être dans mon spam, bloqué par le logiciel anti-spam, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, si vous l'envoyez par deux canaux différents, ben, vous serez, en tant que vendeur, beaucoup mieux armé s'il y a un contentieux pour dire ben, écoutez, j'ai fait un double effort pour l'envoyer. Oh, c'est quand même un peu fou qu'il n'a pas pu le voir, le consommateur, sur l'écran et pas pu recevoir l'email. Donc, l'envoyer de deux manières est une bonne pratique. On voit ici un exemple. Donc là, c'est la version que j'ai reçue sur le site web, hein, si je me rappelle bien. Voilà, une confirmation de commande avec un numéro de référence, le récapitulatif des produits achetés. Voilà, il y avait toutes les informations qui sont nécessaires là. Vous voyez, il y a bien le lien vers les conditions générales, la politique sur les retours, la politique de confidentialité. Donc, ils ont bien donné accès à ces différentes informations-là. Ici, pareil, on nous rappelle bien qu'on nous l'a envoyé par email et c'est affiché ici sur le site web avec le numéro de référence. Et quand j'ai reçu le produit et quand j'ai reçu la confirmation par email, il se retrouvait exactement les mêmes informations avec le numéro de référence et compagnie. Donc ici, tout est fait le mieux possible pour que le consommateur dispose bien de cette confirmation de commande. C'est une confirmation de commande, hein, ce n'est pas une facture. Donc la facture, vous pouvez l'envoyer après. Parfois, on l'envoie en même temps, hein, mais souvent, on envoie la facture quand on est sûr de pouvoir honorer la commande, quand on est sûr de pouvoir livrer le produit, pour éviter de devoir faire des notes de crédit ou de devoir adapter la date. Hein. Donc ici, voilà l'envoi par email. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme autre obligation après la commande? Eh bien, on a une obligation qui n'est pas très ennuyante, ce qui est un délai légal supplétif de livraison. Ça veut dire que si on n'a rien indiqué comme délai, on est censé livrer dans les 30 jours maximum. Bon, un consommateur, en général, il va déjà râler avant 30 jours. Hein. Donc, le législateur ici n'est pas très sévère, puisqu'il dit que si on n'a rien indiqué, c'est a priori 30 jours. Et en plus, ce n'est pas parce que le consommateur n'a pas reçu dans les 30 jours qu'il peut d'office annuler la commande. Il doit recontacter le vendeur et lui proposer un dernier délai raisonnable. Et c'est seulement si ce dernier délai raisonnable n'est pas respecté par le vendeur qu'il pourra annuler la commande. Donc, ce n'est pas automatique. Il doit laisser une deuxième chance encore au vendeur pour que tout soit rentré dans l'ordre. Ben, si ce n'est pas dans le cas, on pourra annuler légalement la commande. Mais vous avez le droit d'indiquer 60 jours comme délai de livraison. Hein. Donc, si vous n'avez pas indiqué de délai, c'est 30 jours. Mais si vous livrez par exemple un meuble, un canapé, ça va être souvent plus que 30 jours comme délai. Vous avez tout à fait le droit d'indiquer plus. Hein. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'est que le vendeur il est responsable de plein droit jusqu'à prise de possession du bien par l'acheteur. C'est-à-dire que le vendeur ne peut pas dire je vous ai envoyé le produit, bon, ben, si vous ne le recevez pas, c'est pas de ma faute, je m'en fous. Non, il ne peut pas s'en foutre, le vendeur, entre guillemets, parce que c'est le vendeur qui a choisi le livreur. Et donc, il y a un contrat entre le vendeur et le livreur, qui est censé peut-être avoir des pénalités en cas de non-respect de ce contrat-là. Et donc, l'acheteur, lui, il n'a jamais conclu quoi que ce soit avec le livreur. Et donc, on n'a pas le droit de dire à l'acheteur désolé, c'est pas notre faute si vous n'avez pas reçu le produit, c'est la faute de Bipost, PostNL ou je ne sais qui. Non, parce que l'acheteur n'a pas de lien avec ces acteurs-là. Donc, l'acheteur, s'il ne reçoit pas le produit, il a le droit
de demander au vendeur de réenvoyer le produit. Oui, il a tout à fait le droit. Évidemment, à charge pour l'acheteur de réenvoyer le premier produit s'il le reçoit entre-temps. Mais vous ne pouvez pas renvoyer cela vers l'acheteur. C'est seulement le cas de force majeure. Qu'est-ce que c'est un cas de force majeure? C'est un fait irrésistible et imprévisible qui permet de vous exonérer de cette responsabilité. Si vous avez bien précisé cela, vous avez un intérêt d'ailleurs bien indiquer quelles sont les situations qui pourraient se présenter dans vos conditions générales de vente pour éviter quelques discussions à ce sujet. Bon, il est probable que le Covid ne soit pas considéré dans ce contexte-là comme un cas de force majeure puisque ce n'est pas un fait imprévisible. C'est pas comme un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'est un fait imprévisible, en tout cas dans l'état de la science actuelle. La propagation d'un virus n'est pas un fait imprévisible. Donc attention, c'est le vendeur qui est responsable, c'est pas du tout le livreur, et donc ça engendre parfois pas mal de problèmes pour ceux qui font du dropshipping. Il y a probablement des personnes parmi les participants qui envisagent de faire cela ou qui le font. C'est pas le dropshipping, donc ça consiste à ne pas soi-même envoyer le produit en tant que vendeur, mais à demander au fournisseur ou un importateur ou un intermédiaire d'envoyer le produit directement à l'acheteur. En tant que vendeur, vous faites du dropshipping. S'il y a un problème de livraison, ça sera l'acheteur qui a le droit de venir vous demander de réenvoyer le produit à vous et pas vous dédouaner parce que le produit vient de Chine ou de je ne sais où. Alors pareil pour la garantie légale, c'est le vendeur qui doit l'accorder et pas le fabricant. Le fabricant n'est pas tenu d'apporter une garantie légale. Et bon, on parlait de la Chine, bon, il y a très peu de fabricants chinois, enfin je ne veux pas dire très peu, je veux dire il y a beaucoup de fabricants chinois qui ne proposent pas de garantie. Donc si vous faites du dropshipping, vous êtes responsable pendant 2 ans, d'accorder la garantie pendant 2 ans au consommateur, peu importe que le fabricant ait lui ou pas accordé de garantie, et pourrait très bien, comme ça arrive souvent, accorder lui-même comme une garantie de 1 an, et vous, en tant que vendeur, garantir de 2 ans. Donc attention, c'est pareil qu'en magasin physique. Ici, c'est la même situation qu'en magasin physique. Vous avez la même situation aussi qu'en magasin physique par rapport à certaines obligations spécifiques, comme par exemple la reprise des piles et des batteries. Donc, si vous vendez par exemple des drones, dans le drone, il y a des batteries. Le consommateur a le droit de vous retourner des piles et des batteries, même qui n'ont rien à voir avec le drone, puisque vous avez l'obligation légale de reprendre ce genre de produit si vous vendez un produit qui contient des piles et des batteries. Alors, je connais un étudiant qui s'est lancé dans la vente de drones en faisant du dropshipping. Bon, il a eu quelques mauvaises blagues. Au début, il était tout content, il se faisait de sacrés bénéfices. Et puis, les drones qu'il vendait sont tombés progressivement en panne. Évidemment, les consommateurs sont venus se plaindre et on fait valoir la garantie légale. Je vais en dire quelques mots encore sur cette garantie légale avec un petit slide là-dessus. Puis, le vendeur doit accorder le droit de rétractation, et je vais en reparler aussi après. Donc, un petit mot sur la garantie légale, c'est 2 ans, partout en Europe. Ça, c'est ce qui est commun en Europe. Par contre, il y a des petites nuances selon les pays. Donc, dans certains pays, comme en Belgique, les 6 premiers mois, la charge de la preuve comme quoi le produit ne serait pas conforme incombe au vendeur les 6 premiers mois. Donc, si le consommateur se plaint que le produit ne va pas, c'est, je veux dire, pour le vendeur un peu difficile, mais il va devoir prouver que si, il était tout à fait conforme et que c'est l'acheteur qui en a fait un usage anormal du produit pour qu'il tombe en panne. Sinon, a priori, il doit réparer. Tandis qu'entre 6 mois et 2 ans, la charge de la preuve est inversée. C'est au consommateur à prouver qu'il a bien utilisé correctement et le vendeur à prouver que le produit ne fonctionne plus maintenant. Et le vendeur peut évidemment réagir par rapport à cela. Donc, il y a plus souvent évidemment de contentieux les 6 premiers mois que entre 6 mois et 2 ans, puisque la charge de la preuve est renversée. Cette règle-là, c'est la règle actuelle. Elle peut changer, parce que ça reste encore des compétences des pays, pour l'instant, de choisir un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Ça va peut-être harmoniser plus tard au niveau européen. Il y a des discussions depuis longtemps là-dessus, mais en France, on a des règles qui sont complètement différentes par rapport à cela. Les frais de retour, si le consommateur se plaint, demande à une réparation, c'est à charge du vendeur. Vous ne pouvez pas demander
à l'acheteur de payer les frais de retour. C'est à vous de réparer à vos frais. Si vous ne savez pas réparer, ben, vous pouvez proposer un produit en remplacement qui a au moins les mêmes caractéristiques que le produit acheté. Et si vous savez ni réparer ni échanger, mais il vous reste alors plus qu'à rembourser. À rembourser, mais alors vous pouvez quand même prendre en compte une période d'utilisation du produit. Imaginons une imprimante, vous pouvez considérer qu'elle a une durée de vie à peu près de 3 ans, et elle tombe en panne après 1 an, donc à peu près un tiers de la durée de vie, bah, vous pourriez logiquement, vous devriez normalement rembourser les 2 tiers du produit d'imprimante en disant que le consommateur en a profité pendant 1 an sur les 3 ans a priori de durée de vie. Évidemment, vous avez compris que ça fait souvent l'objet de contentieux, et de tous les aspects que je vous ai évoqués pour l'instant, et que je vous évoquerai encore d'ailleurs tout à l'heure, c'est là où il y a le plus souvent de problèmes en justice de paix, c'est par rapport à la garantie légale, et quand on entend test achat, c'est souvent ce problème-là qui revient en numéro 1 dans les litiges avec les consommateurs. Vous ne pouvez pas réduire le délai de 2 mois pour que le consommateur signale les défauts de conformité. Donc, il a normalement 2 mois pour bien analyser le produit et se rendre compte que le produit n'est pas conforme. Vous ne pouvez pas imposer le retour dans l'emballage puisque le consommateur n'est pas tenu de garder l'emballage pendant 2 ans. Donc, évidemment, il doit retourner le produit en le conditionnant pour qu'il soit bien protégé, mais il n'est pas tenu de le renvoyer dans l'emballage d'origine puisqu'il est censé ne pas, ou en tout cas censé l'avoir conservé. Oui, et donc c'est valable 2 ans, y compris les accessoires. Donc si vous vendez un drone avec des batteries, ben, la batterie est censée fonctionner pendant 2 ans, les câbles et autres éléments sont de même. Ça, c'est la garantie quand on est évidemment un vendeur professionnel. Entre particuliers, il n'y a pas d'obligation en la matière, sauf évidemment s'il y a un vice caché qui rendrait la vente anormale. Alors, il nous reste à parler du dernier point, qui est le droit de rétractation. Donc, le droit de rétractation, je vous parlais tout à l'heure d'une surprotection du consommateur quand il achète en ligne. Bah oui, ça c'est vraiment une surprotection puisque on a donné la possibilité au consommateur de se rétracter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se rétracter? Ça veut dire de considérer qu'on n'a rien fait. C'est de revenir en arrière, de retourner en arrière et de dire, ben non, j'ai rien passé comme commande. J'ai rien passé comme commande et j'ai rien payé. Enfin non, j'ai payé, mais en tant que vendeur, vous allez me rembourser et moi, je vais vous retourner le produit parce qu'on va faire comme si j'avais rien fait. C'est vraiment cet objectif de rétractation. Je me rétracte, on revient, par rapport à la décision d'achat. Et cette rétractation, elle a tout à fait le droit de se faire sans motivation. Donc, il n'y a pas du tout l'obligation de donner une raison. Contrairement évidemment à la garantie légale. La garantie légale, le vendeur a le droit de demander pourquoi vous vous plaignez. Ici, non, c'est tout à fait automatique, sans devoir se justifier. C'est un droit donc pour le consommateur. Consommateur, ça veut dire consommateur à particulier. Un professionnel n'a pas ce droit de rétractation. Donc en B2B, il n'y a pas de droit légal de rétractation. Mais je parle de droit légal, c'est important, ce n'est pas un geste commercial, ce n'est pas une faveur que vous accordez aux consommateurs, non, c'est une obligation qui est incontournable pour le vendeur. Vous n'avez pas le droit de mettre évidemment une condition générale de vente qui s'opposerait à cela ou qui réduirait la durée, ce n'est pas un cadeau. Donc attention, vous devez aussi transmettre un formulaire type. Donc le consommateur a le droit sur votre site web d'avoir un formulaire type pour se rétracter, donc un document, un PDF par exemple, ou ça peut être un formulaire en ligne, toute forme que vous voulez, mais qui soit un formulaire type pour qu'il puisse savoir qu'il a un document, que s'il le remplit correctement, ça marche, le droit de rétractation. Mais attends, il n'est même pas obligé d'utiliser ce formulaire type. Donc vous ne pouvez pas lui imposer d'utiliser, vous ne pouvez pas rejeter son droit de rétractation s'il n'a pas utilisé son formulaire. Du moment qu'il vous exprimez clairement qu'il se rétracte et qu'est-ce qui est concerné, vous devez accepter cette procédure-là. Donc vous ne pouvez pas imposer ce formulaire type, par contre vous êtes obligé d'en fournir un, et vous n'avez pas le droit, donc je le disais, d'obliger à fournir une raison. Vous pouvez dire,
on serait intéressé de savoir pourquoi vous voulez vous rétracter. Mais il ne faut pas du tout qu'ils perçoivent comme une obligation. Alors, quel est le délai pour se rétracter? C'est 14 jours à dater du lendemain de la prise en possession du bien par l'acheteur. C'est une bonne raison d'ailleurs pour demander que le consommateur signe ou en tout cas reconnaît avoir reçu le produit. La première bonne raison, c'est pour vous dédouaner de la responsabilité au niveau de la livraison. Il a reçu le produit, donc à partir du moment où vous avez pris possession, vous n'êtes plus responsable du produit. Et la deuxième raison, c'est aussi, en cas de litige, dire, voilà, vous avez pris possession du produit le 1er juin, on est le 14 juin, ah oui, là, le 14 juin, il a encore le droit à se rétracter. Il n'aura plus le droit à se rétracter le 15 juin, puisque c'est 14 jours à dater du lendemain. Voilà, ce n'est pas daté de la commande, c'est daté de la prise de possession du bien par l'acheteur. S'il s'agit d'un bien, évidemment, si c'est un service, là, c'est à partir de la commande. Vous avez l'obligation de bien signaler ce droit de rétractation, de bien fournir les informations à ce propos-là et de bien fournir le formulaire type, parce qu'il y a une petite sanction civile qui a été prévue par le législateur européen si vous ne faites pas cela, une petite sanction qui n'est pas sympa. C'est qu'au lieu que ce soit 14 jours pour se rétracter, le consommateur, s'il n'est pas donné les informations complètes, le consommateur, il a en fait jusqu'à 12 mois plus 14 jours pour se rétracter. Ou en tout cas, 14 jours à dater du moment où vous avez régularisé votre situation au niveau d'information. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a acheté, je vais prendre un exemple, une robe, la personne, elle peut le retourner un an plus tard, la robe. Et dans ce cas-là, elle n'est même pas responsable de la dépréciation du bien. Donc elle peut la retourner, évidemment, un peu délavée, un peu abîmée, et vous êtes obligé légalement de rembourser. Bon, évidemment, il faut que le consommateur le fasse sans abus de droit, il ne faut pas qu'il l'ait fait exprès, ce petit calcul-là, mais s'il déclare de bonne foi qu'il ne savait pas ça, il se rétracte, normalement, vous avez l'obligation d'accepter le retour du produit, de le rembourser intégralement dans ce cas-là. Alors, le remboursement doit se faire dans les 14 jours. Dans les 14 jours après qu'il ait signalé le droit de rétractation, par le même moyen de paiement, sauf si le consommateur est d'accord qu'on utilise un autre mode de paiement, mais il est tout à fait possible de rembourser quelqu'un sur sa carte de crédit, évidemment. Tous les prestataires de paiement vous proposent cette possibilité-là. Vous avez le droit de postposer le remboursement jusqu'à ce qu'ils vous fournissent la preuve de renvoi du produit, mais vous n'avez pas le droit de postposer le remboursement jusqu'à ce que vous recevez le produit. Ouais, c'est pas génial comme situation, on est d'accord. Il peut avoir on peut avoir en tant que vendeur des mauvaises blagues, des gens qui nous envoient la preuve du retour du produit, puis se retrouver avec le produit, la boîte vide ou la boîte ou le produit à l'intérieur détérioré. Donc, vous avez entre-temps remboursé, c'est pas génial comme situation. Et évidemment, vous avez le droit d'aller en justice pour récupérer une indemnité si vous ne recevez évidemment pas le produit ou s'il est détérioré. Mais bon, pour des petits montants, ça ne vaudra probablement pas la peine. Évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir comme pression le remboursement, mais en tout cas, officiellement, le remboursement doit se faire dans les 14 jours ou au plus tard, au moment où il fournit la preuve qu'il a retourné le colis. Ça changera peut-être, ça, je pense que ce n'est pas la meilleure formulation qui a été prévue. Alors, vous pouvez suggérer un bon d'achat, mais vous ne pouvez absolument pas l'imposer. Le premier choix d'être le remboursement. Donc, le remboursement direct, et vous pouvez dire, peut-être que c'est juste la couleur de la robe qui ne vous convient pas, vous faites un échange. Mais vous ne pouvez absolument pas faire en sorte qu'il soit persuadé que vous ne lui proposez qu'un bon à valoir. C'est un délai légal, un droit légal, c'est pas un geste commercial comme ça peut l'être, par exemple, dans un magasin physique où beaucoup de vendeurs dans le textile vont dire écoutez, vous pourrez revenir une semaine après, on reprend le vêtement et on vous donnera un bon d'achat pour en acheter un autre. Ça, c'est un geste commercial, c'est pas un droit légal. Le vendeur en magasin physique peut très bien dire désolé, vous avez acheté le produit, vous l'avez essayé, vous deviez avoir tous les éléments pour faire votre décision. Je n'accepte pas de reprendre le produit. C'est tout à fait son droit, le vendeur dans ce cas-là. Alors, en ligne, vous avez le droit de lui dire au consommateur, les frais de retour sont à votre charge. Débrouillez-vous pour le retourner. Faites en sorte évidemment qu'il soit retourné en bon état, parce que s'il y a une dégradation lors du retour, ça sera à votre charge. Donc, vous pouvez lui dire, les frais de retour sont à votre charge. Donc légalement, le retour gratuit, ça n'existe pas. En tout cas, l'Europe n'impose pas ce retour gratuit, mais beaucoup
commercialement, vont le proposer parce que, bon, il y a un des concurrents importants qui vont le faire et donc on va souvent s'aligner. Hein. Mais on n'est pas du tout obligé. Par contre, si on veut faire payer, enfin demander au consommateur de faire payer, qui paye les frais de retour, il faut l'indiquer dans le contrat, dans les conditions générales de vente en particulier, et indiquer par exemple que les dégradations qui résultent de la manipulation de biens, qui sont autres que juste pour tester le bien, seront à charge de l'acheteur. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la robe, bah, si elle est tachée, bah, a priori, il n'y avait pas besoin de faire une tâche pour essayer la robe. Elle a été dégradée plus que ce qui est nécessaire. Et donc là, vous avez le droit de faire payer cela. Par contre, s'il y a juste le cellophane qui protégeait la robe contre contre le froissage qui a été ouvert, vous n'avez pas le droit de faire payer les frais pour remettre un nouveau cellophane, puisque c'est logique, pour essayer la robe, il fallait enlever le cellophane. Et donc, vous ne pouvez pas du tout faire payer ce genre de frais. Donc, c'est clair, en tant que vendeur, il y aura pour vous un coût de récupérer ces produits-là, quoi qu'il arrive. Hein, et il faut tenir compte dans votre business plan, pour ceux qui se lancent, qu'il peut y avoir ce genre de frais qui vont arriver. Et vous savez que malheureusement, certains grands acteurs, ils ont remarqué que ça leur coûte tellement plus cher de gérer ces retours-là en fait, ils les remettent même pas en circulation. Ils vont parfois les remettre dans un circuit de seconde main. Et bon, vous avez certains grands acteurs, une grande marketplace qui commence par un A, qui va parfois même, c'est un algorithme qui va dire, quand vous voulez retourner le produit, qui va dire, oh, vous pouvez le garder. Sous-entendu, ça me coûte trop cher de le récupérer. Hein. Donc ça, c'est évidemment un geste commercial que fait ce genre de marketplace. Hein. Alors, il y a des exceptions par rapport au droit de rétractation. Heureusement, mais attention, elles sont limitées. On ne peut pas en inventer. Elles sont clairement décrites par la réglementation européenne. Il y a une exception qui est par exemple quand il s'agit d'un service et que le contrat a été pleinement exécuté. Alors, imaginons que vous vendez des vidéos de formation, il y a un droit de rétractation une fois que la personne a passé commande. Alors, la bonne manière de procéder, en fait, si vous proposez des formations en vidéo en ligne, c'est de dire, voilà, on a bien reçu votre commande, vous avez un délai de rétractation de 14 jours, et donc, on va vous laisser bien réfléchir pendant 14 jours avant de vous envoyer le lien de téléchargement. C'est un peu hypocrite. Le consommateur va se dire, oh, ben non, j'ai pas envie d'attendre 14 jours. Alors on va lui dire, ah, vous voulez pas attendre 14 jours? Ben là, il n'y a pas de souci. Cochez cette case-là, comme quoi vous voulez le produit avant, enfin télécharger la vidéo avant les 14 jours de réflexion. Et dans ce cas-là, si vous cochez cela, ben, vous perdez votre droit de rétractation. Parce que si vous ne faites pas ça, ben, le petit malin, évidemment, il va passer commande de votre vidéo, il va télécharger, il va la regarder, il va se former, et puis il va se dire, ah, tiens, je vais me rétracter, je vais me faire rembourser. Hein, donc, intérêt à bien prévoir ce genre de phasage. Si c'est un contrat qui se fait sur plusieurs étapes, hein, mettons, on envoie une vidéo toutes les semaines, ben là, si la personne se rétracte après avoir vu une vidéo, vous allez devoir lui rembourser la partie du contrat qui n'a pas encore été, qui n'a pas été faite. Par exemple, c'était 5 vidéos à regarder, il s'est rétracté le 10e jour, il a vu une vidéo, ben vous allez devoir lui rembourser 4/5 de ce qu'il a payé puisqu'il a vu une vidéo sur les 5. Voilà. Ou d'autres proportions si vous savez prouver que la première vidéo, par exemple, est beaucoup plus importante que les autres vidéos, hein, peut-être. Hein. Alors, il n'y a pas de droit de rétractation si on réserve des tickets. Des tickets d'hébergement, de transport de personnes, de location de voitures, de restauration, de parcs d'attractions, par exemple, à condition que sur le ticket, il y a une date ou une période d'utilisation bien indiquée, bien spécifique. Donc, si vous avez réservé un billet d'avion pour l'année prochaine, avec une date bien précise indiquée, et que le lendemain, vous dites, ah, ben, je me suis trompé de date, ben, la compagnie aérienne a tout à fait le droit de dire, ben, désolé, il n'y a pas de droit de rétractation. Sous-entendu, ben, si vous aviez intérêt à prendre une assurance annulation pour vous faire rembourser, parce que sinon, je ne vous rembourse pas, c'était indiqué telle date, voilà, c'est nos conditions qui sont appliquées. Donc c'est le droit légal,
Évidemment, si elle n'est pas en mesure d'assurer le service, hein, qu'il y ait encore un nouveau confinement ou autre, ben là, ça sera différent. Elle n'a pas respecté le contrat, donc elle devra elle devra vous rembourser. En temps normal, elle aurait dû vous rembourser, puis il y a une petite tolérance qui a été faite l'année dernière de ne pas rembourser, mais plutôt de juste accorder un bon à valoir. Là, la Belgique s'est fait un petit peu secouer par la Commission européenne, justement, parce que normalement, on doit rembourser. Et donc, le bon à valoir avait une durée limitée. Et maintenant, la plupart des consommateurs, si on a un bon à valoir, je pense, qui est déjà de plus d'un an, peuvent se faire rembourser. Alors, quelles sont encore les situations les plus courantes où on peut, en tant que vendeur, dire qu'il n'y a pas de droit de rétractation? C'est quand le consommateur a lui-même demandé un produit sur mesure, qui a été personnalisé en fonction de ses besoins, en fonction de ses spécifications. Un costume sur mesure, par exemple, hein, et ben, dans ce cas-là, c'est un peu logique. Il n'y a pas de droit de rétractation parce que vous avez fait un produit rien que pour lui et que vous aurez bien difficile à le reproposer à quelqu'un d'autre. Hein. Un t-shirt avec la photo de quelqu'un qui est imprimé dessus, bah, c'est logique. La personne qui a passé commande, elle doit être attentive. Évidemment, elle ne va pas pouvoir se rétracter. Hein. C'est un droit légal, évidemment, en tant que vendeur, vous pouvez faire un geste commercial. Hein, mais ça, c'est tout à fait différent. Les produits qui se détériorent rapidement ou qui se périment rapidement. Attention que ça ne peut pas être tous les produits alimentaires. Quelqu'un qui vend, je sais pas, du riz et pâtes, il ne peut pas dire désolé, mes produits se périment rapidement. Rapidement, j'ai tendance à dire qu'il faut tenir compte du délai de rétractation plus du délai de retour, donc à peu près 14 plus 14 jours, à peu près un mois. Donc un produit qui se détériore en un mois, vous pouvez le faire valoir. Un produit qui se détériore en 6 mois, non, ça c'est différent. Donc des fleurs coupées, des produits frais, voilà, ça c'est des produits qui peuvent évidemment se détériorer, se périmer rapidement. Et donc là, il faut avertir le consommateur, je rappelle, hein, qu'il n'aura pas le droit de rétractation s'il achète ce genre de produit. Les produits dont le prix varie en fonction des marchés financiers. Marché financier qui échappe complètement au contrôle de l'entreprise. Hein, donc il ne faut pas que l'entreprise puisse avoir un levier par rapport à cela. Donc c'est typiquement des produits qui sont cotés en bourse, hein, matières premières. Matières premières, c'est vraiment cela qui est le plus concerné ici, donc le pétrole, mais je vais dire presque le plus souvent, c'est l'or ici qui est concerné. Donc vous vendez un bijou en or, où il y a de l'or de façon significative dans le produit, ben, c'est logique que le consommateur ne puisse pas se rétracter, parce que le petit malin, il pourra acheter une bague, enfin, ou plutôt une pièce d'or, et puis il va attendre 14 jours, et puis s'il voit que le prix de l'or baisse durant ces 14 jours, il va dire, oh, je me rétracte. Comme ça, il est sûr de récupérer son argent, tandis que s'il revend la pièce d'or, il va évidemment la vendre moins cher. Et il va jouer à ce petit jeu-là, et il va se dire, bah, si en 14 jours le prix augmente, évidemment, je vais garder la pièce. Donc ça, c'est pour éviter ce genre de petites situations. Donc ça concerne peut-être surtout les bijoutiers, mais pas grand monde d'autres hein, là-dessus. 6e point, ce sont les biens qui sont scellés, mais pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène. Et si ce scellé est enlevé par le consommateur, ben là, la rétractation ne pourra pas avoir lieu. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Les produits cosmétiques, les médicaments, les sous-vêtements, les maillots de bain. Voilà. C'est des produits que l'on porte, qui sont portés sur le corps, à des endroits intimes, ou des produits où on ouvre et qu'on ne peut pas plus garantir l'hygiène des produits comme des cosmétiques, comme des médicaments. Mais il faut qu'ils aient été scellés et que le scellé soit enlevé. Donc si on retourne la boîte de cosmétiques non ouverte, ben, il y a le droit de rétractation, mais c'est un peu logique, hein, évidemment, c'est un peu comme un magasin physique. Dans ce genre de situation, on ouvre la boîte, on ne pourra pas la retourner. Hein. Donc il y a une bonne partie de logique. Il y a une jurisprudence ici qui est assez stricte, comme l'a signalé par exemple les matelas. Et il y a une décision qui a été prise pour les matelas de jurisprudence, je pense que c'est la Cour de justice européenne qui a tranché à ce niveau-là par rapport à un e-commerçant, et la Cour de justice européenne a considéré que un professionnel est capable de remettre en état un matelas s'il a été essayé,
il doit être en mesure de le désinfecter suffisamment pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser, et que si on enlevait le plastique qui protégeait le matelas, ben c'est normal, il faut pouvoir essayer le matelas en conditions normales. On ne peut pas essayer le matelas en conditions normales en ayant le plastique dessus, et donc il était tout à fait normal que le consommateur ait le droit d'enlever le plastique, et tant qu'il retourne le matelas dans les 14 jours, le retourner, même avec le sans plastique. Donc vous voyez que c'est assez restrictif. Pour un vêtement comme un t-shirt, comme une robe, un pantalon, vous ne pouvez pas interdire le retour parce que la personne aurait enlevé le cellophane qui s'y trouve. La protection est juste pour bien présenter le produit, mais pas pour des raisons purement d'hygiène. En tout cas, le produit n'est pas suffisamment, entre guillemets, souillé pour que le vendeur ne puisse pas le remettre en circuit. Alors, il y a d'autres situations d'exception, je ne vais pas les détailler. Elles sont dans le lien qui est indiqué, que vous pourrez avoir dans la présentation quand vous pourrez la reconsulter. Voilà. Il me reste à donner une petite synthèse de ce qu'il faut faire. Donc, 5 principaux points. Donc, vérifiez bien si les mentions obligatoires sur votre site sont bien présentes, sur votre site, mais aussi sur les réseaux sociaux où vous êtes présent. Vérifiez bien que vous parlez bien des procédures extrajudiciaires. Donner suffisamment d'informations sur les pages produits, notamment les modes de paiement, les tarifs de livraison, la garantie légale, le droit de rétractation. Vérifiez bien votre processus de commande. Il faut bien qu'il y ait un bouton final valider, payer ou un truc comme ça à la fin pour que le consommateur puisse bien comprendre qu'il est lié par un contrat. Sinon, en fait, il n'est pas lié par un contrat. Hein. Il y a une sanction civile qui est prévue par la réglementation. En fait, le consommateur, il a le droit de garder les produits et il n'est pas obligé de vous payer s'il n'y a pas ce genre de bouton. Donc, c'est justement prévu pour un petit peu forcer le vendeur à ne pas être ambigu à l'étape finale de validation de la commande. Prévoyez bien un formulaire type de rétractation et rejetez un coup d'œil dans vos conditions générales de vente pour voir s'il n'y a pas de clause abusive et qu'elles aient bien été acceptées explicitement par l'acheteur. Voilà, donc si vous faites ça, ben vous avez remarqué que vous évitez déjà les 6 points qui étaient cités par le SPF économique comme étant les points les plus problématiques, et normalement, on n'est jamais à l'abri évidemment de litiges, et même quand on est parfaitement en ordre, on sait très bien qu'on peut avoir quand même un consommateur qui va trouver raison de se plaindre, hein, mais vous êtes normalement beaucoup mieux rassuré du bon fonctionnement légal de votre boutique. Alors, vous voulez en savoir plus, il y a un dossier bien détaillé qui est sur notre site, je l'ai mis ici en fluo, retis.be/réglementation-e-commerce, vous pouvez retrouver tout cela. Le SPF Économie diffuse aussi toute une série d'informations bien intéressantes, notamment sur l'exercice de la garantie légale. C'est fait, vu côté vendeur et vu côté acheteur, c'est bien équilibré, je trouve. La liste des exceptions de droit de rétractation, là, vous voyez le lien. Et nous sommes accueillis, enfin c'est Bruxelles qui m'accueille là, et je vais rappeler quand même qu'il y a une prime qui existe en région bruxelloise pour se lancer dans l'e-commerce, dans le web en général. Une prime qui va qui peut aller jusqu'à 5 000 € et qui est de 40 à 60% de votre investissement, qui est valable pour tout ce que vous pouvez avoir comme besoin comme conseil, et tout ce que vous pourrez avoir aussi pour les aspects réalisation. C'est 5 000 € je pense par an que vous pouvez solliciter pour cette prime-là. Donc n'hésitez pas évidemment à aller chercher plus d'infos à ce propos-là. Et comme c'est un webinaire, je sais qu'il y a des participants qui sont de la région wallonne présente. Sachez qu'en Wallonie, il y a aussi un autre système de chèque là qui couvre par contre que le conseil, pas la réalisation, et qui va jusqu'à 75% des honoraires qui peuvent être pris en charge. Et il y a donc toute une série de consultants, dont nous faisons partie, qui sont agréés à ce système de chèque entre guillemets maturité numérique. Donc il y a vraiment toute une série de leviers pour passer à l'action. On est dans un contexte qui, on va reconnaître, difficile pour tout le monde, mais qui peut être considéré quand même pour une opportunité de se lancer dans le numérique, pour ceux qui ont un magasin physique et pour ceux qui n'ont pas du tout un magasin physique, qui se disent je vais me lancer dans le commerce. On est un secteur en plein développement.
en plein développement de façon variable, hein, parce qu'il y a une partie de l'e-commerce qui est en crise, hein, ceux qui vendaient des services, hein, des tickets par exemple, hein, mais il y en a une autre partie qui est en plein développement, donc il faut saisir les bonnes opportunités pour se lancer. Et il y a toute une série d'acteurs comme nous qui vont accompagner des entreprises à se lancer dans l'e-commerce sur les aspects juridiques, mais évidemment un tas d'autres aspects qui sont importants parce que ce n'est pas gagné de réussir dans l'e-commerce. Le taux d'échec est non négligeable pour l'instant. Et on parlait de dropshipping, bon, c'est un petit peu un miroir aux alouettes. Dropshipping peut être tout à fait intéressant. Il y en a qui peuvent gagner pas mal, mais souvent en peu de temps et pas souvent de façon très, très pérenne. Et il y a intérêt à bien réfléchir à sa stratégie pour avoir une activité qui nous permette d'en vivre pendant des années de façon pertinente. Voilà, j'ai essayé d'être en même temps concis et concret sur ces aspects réglementation, mais évidemment, ce n'est pas un sujet hyper concret, les règles. À disposition Merci Damien, merci pour toutes ces informations utiles, d'avoir mentionné notamment la plume web qui existe en effet en région bruxelloise lorsqu'on veut créer un e-commerce et qu'on fait appel à un consultant externe. Et merci pour toute cette checklist qui permet de débroussailler un petit peu une matière assez complexe. Ça permet voilà, d'avoir une vue assez claire. Alors en effet, tu as mentionné le site du SPF Economy qui est assez bien fait et qui reprend vraiment beaucoup d'informations concernant le droit des consommateurs, etc. Alors pour rappel, les slides vont être envoyés donc dans le courant de la semaine. J'ai eu des questions par rapport à ça, mais donc les slides vous seront envoyés. Alors, j'ai vu quelques mains levées. Pour les mains levées, vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet questions ou alors sur le chat parce qu'on va reprendre les questions à cet endroit. C'est plus simple plutôt que chacun allume son micro. Et alors, durant donc cette session, Damien a parlé de différents aspects pour lesquels on a des webinaires qui sont organisés cette semaine. Donc, notamment la session RGPD qui aura lieu jeudi à 16 h, la session sur les aspects juridiques pour la vente à l'international qui aura lieu mercredi à 11 h 30 et aussi la session dropshipping qui aura lieu vendredi à 16 h. Voilà, comme ça, vous avez toutes les petites informations. Maintenant, je propose qu'on passe aux questions, si ça te va. Oui, parfait. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Alors, il y a quelqu'un qui travaille via la Smart. Je ne sais pas si tu connais ce système particulier. Parfait. Alors, cette personne demande concernant les mentions légales, doit-on écrire son nom de particulier si on facture via la Smart? Puisque du coup, le numéro de TVA utilisé est celui de la Smart. Oui, ça c'est une affaire qui n'est pas, c'est pas réglé. C'est pas réglé, je sais que ça fait l'objet de discussions sur lesquelles tout le monde ne semble pas être sur la même longueur d'onde entre le SPF Economy, entre la Smart, entre les différents acteurs là-dessus. Se pose aussi déjà la question tout simplement de la légalité de vendre en e-commerce via la Smart, puisqu'il s'agit d'une activité clairement commerciale, pas une activité artistique, pas une activité créative, et que donc il est considéré par certains que c'est une concurrence déloyale de facturer de cette manière-là, puisque une SBL n'est pas censée vendre par exemple des bijoux et de ne pas être soumis aux mêmes règles, en particulier sociales, mais aussi en partie fiscales ici, qu'un entrepreneur habituel. Donc déjà ça est contesté, et en toute logique doit apparaître normalement le nom de la SBL, puisque c'est elle qui est juridiquement responsable de cela. Donc, doit apparaître son numéro de TVA, son numéro d'entreprise, ses coordonnées, et les conditions générales de vente doivent être écrites par rapport à cette ASBL. C'est ce que je peux dire là-dessus. Donc, je n'ai pas personnellement il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, d'avis tranché là-dessus. Je sais que ça fait l'objet de contentieux, et donc je pense que certains sont en train d'être examinés à un niveau de procédure, notamment sur la concurrence déloyale qui apparaît. Bon,
à titre personnel, je pense que ça pose quand même un vrai problème de fond parce que la Smart n'était au début pas prévue pour cela, en tout cas pour faire des activités purement d'e-commerce. C'est normalement pas l'objet d'une SBL pour faire cela. Mais voilà, je sais que eux estiment que c'est possible. Ça va, merci. Donc le problème n'est pas réglé. Non, mais je recommande à J'ai ceux qui font cela d'être hyper prudents quand même, de le faire de façon sous forme de tremplin, ce qui est censé être cela, de ne certainement pas le faire sur le long terme pour ne pas avoir de soucis là-dessus. Dites-vous que normalement, s'il y a des plaintes, ça ira à la Smart, hein, et que la Smart va se retourner contre vous, évidemment, si vous êtes fautif. Je pense que c'est pas vraiment une situation très saine pour exercer une activité professionnelle. Pour beaucoup, il pourrait très bien être en statut d'indépendant à titre complémentaire, et c'est beaucoup plus réglo au niveau social et au niveau fiscal d'être dans ce statut-là que ça ne peut l'être avec la Smart. La Smart, en plus, normalement, c'est par des prestations de temps, à un moment précis, on est sur ce contrat-là. Or, en e-commerce, évidemment, on vend à tout moment, et donc la prestation se fait à tout moment. Donc, je crois qu'il y a vraiment il y a un vrai problème qui va se poser. Et donc, je recommande plutôt de le faire de façon vraiment très, très provisoire, en se disant, bon, voilà, je teste mon marché, et après une période de test, je passe à une activité en bonne et due forme. Merci. Alors, une autre question. La personne fabrique des sous-vêtements sur mesure qui sont donc fabriqués à la pièce et postérieurement à la commande. Et donc, elle se pose la question par rapport à l'obligation de garantie légale. Oui, donc il y a une garantie légale. Qu'est-ce qu'on entend par ici? C'est que le produit doit fonctionner dans l'usage qu'il est censé être. Donc, je sais pas, les bretelles doivent tenir 2 ans. L'ensemble le tissu doit pouvoir être, s'il est utilisé normalement, être en bon état pendant 2 ans. C'est ça la garantie dans ce genre de produit, a priori. Merci. Et alors, dans le même type de question, aussi dans le cadre de costumes fabriqués sur mesure, donc outre la question de garantie légale, la personne demande ici pour le délai de rétraction. Donc là, il n'y a pas de délai de rétractation puisque c'est un produit fait sur mesure, hein, comme pour les sous-vêtements, là, il n'y aura pas non plus de délai de rétractation. Par contre, la garantie légale, là, elle est incontournable, évidemment, hein. Donc ça s'applique, le produit doit fonctionner pour l'usage qu'il est censé fonctionner. Donc si la personne respecte les instructions de lavage, ben, le produit est censé évidemment être légèrement délavé au cours du temps, c'est logique, mais il doit être dans un état correct après 2 ans. Donc je rappelle, a priori, les 6 premiers mois, c'est au vendeur à prouver que l'acheteur en a fait un mauvais usage, qu'il n'a pas respecté les instructions de lavage, par exemple. Et après, entre 6 mois et 2 ans, ben, c'est plutôt le contraire. C'est l'acheteur qui doit prouver que le produit n'était pas de bonne qualité et qu'il a pourtant utilisé ça correctement et qu'il s'est malgré tout détérioré de façon normale. Merci. Alors, j'ai la question d'une entrepreneuse donc qui a posé 3 questions différentes. Elle est visiblement, elle a un petit business autour des compléments alimentaires. Donc, elle vend des compléments alimentaires en ligne et elle se pose les questions suivantes. Est-ce qu'elle doit afficher pour chaque produit le prix total, livraison comprise? Voilà, enfin peut-être faisons question par question, mais donc ça c'était la première question. Produit, je ne sais pas si, enfin tout conditionnement, oui. Pas tout ingrédient, évidemment, hein, mais le conditionnement qu'elle propose, oui, il doit avoir le prix tout compris, a priori. Hein. J'imagine que c'est ça qu'elle voulait dire. Je ne sais pas exactement non plus. En tout Le cas, prix sur chaque total, c'est page de son le site, prix il du faut qu'il y ait produit. le prix par produit, ça c'est sûr. C'est le prix par produit, oui, par unité. Oui. Alors concernant le retour des compléments alimentaires, puis-je exiger un retour dans l'emballage original? Donc là, je suppose que ça fait partie des exceptions ne pouvant pas être envoyées pour des raisons de protection de la santé. Donc, si le produit n'est pas, s'il n'est pas déballé, pas déballé, je veux dire enlevé, si le scellé n'est pas enlevé, le produit peut être retourné dans l'emballage d'origine, mais il peut avoir une dégradation normale, hein, du
du produit, hein, mais là, le consommateur, s'il respecte s'il se rétracte dans les 14 jours, on peut lui demander de retourner le produit dans son emballage, hein, donc l'emballage du produit, hein, pas l'emballage du colis. Hein. Le colis, il peut le renvoyer sur évidemment un autre colis, un autre carton que le carton d'origine. Au-delà des 14 jours là, de rétractation, si c'est la garantie, ben là, ça peut être renvoyé dans n'importe quelle condition. Et si la garantie du produit, bah, c'est par exemple s'il n'est pas conforme à ce qui est annoncé dans la fiche produit. Hein. Donc, moi, je connais des problèmes par rapport aux compléments alimentaires. Je ne suis pas spécialiste du tout de ce sujet-là, mais je sais qu'il y a des règles à respecter spécifiques et qu'il y a des problèmes, par exemple, pour ceux qui font des allégations médicales qui sont pas prouvées. Donc, attention quand vous racontez que tel produit a tel effet. Si vous ne pouvez pas le prouver, c'est une infraction, évidemment. Donc, En effet, en effet. des pierres permettent de mieux dormir. Ben, vous pouvez juste dire, selon une enquête qui a été faite, 60% des gens déclarent avoir mieux dormi grâce à cette pierre-là. Mais si vous dites cette pierre-là permet de mieux dormir, ben, si vous ne savez pas le prouver scientifiquement, ben, vous êtes en infraction. Tout à fait. Et on se souvient d'un petit scandale qu'il y a eu il y a quelques années où c'était des bracelets qui, soi-disant, permettaient d'aller mieux. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait comme, mais voilà, c'était globalement d'aller mieux. Ils se sont fait condamner et voilà, ils ont dû payer. En France, pour Cette l'instant, il y a des personne avait personnes. une dernière question. Donc, si elle envoie une boîte donc de compléments alimentaires avec des ampoules donc dedans et qu'il y en a quelques ampoules qui se cassent, est-ce qu'elle doit reprendre l'entièreté de la boîte ou simplement rembourser les ampoules cassées? Je ne sais pas. Dans ce cas-là, On bon, s'éloigne un peu peut-être du thème non, du webinaire en tant que tel. Mais, ça dépend évidemment le préjudice que le consommateur peut considérer. Donc, est-ce que ça lui empêche de faire un traitement parce qu'il en manque des ampoules? Si oui, bah oui, a priori, il faudrait renvoyer tout. Si ça empêche de faire le traitement qui était prévu, mais si c'est juste une partie du traitement qu'il fallait commander 10 boîtes pour avoir un traitement et qu'il manque quelques capsules, ben, a priori, on applique une règle un prorata, mais bon, il faudrait vraiment examiner la situation pour pouvoir juger la France. Il faudrait aussi voir s'il y a des jurisprudences en la matière, ce que je ne connais pas. alors, une personne demande si la garantie de 2 ans est aussi prévue pour des accessoires textiles. Oui, c'est très très large. Hein. Je vais être un petit peu cynique, hein, mais la garantie légale, elle fonctionne aussi si vous achetez un animal de compagnie. Oui, la loi le prévoit ainsi. Donc, on est censé acheter un animal, en tout cas quand on achète un professionnel, en bonne santé pour que, si on le choisit normalement, il soit toujours en vie après 2 ans. C'est comme ça que ça s'applique parce que la législation est écrite de cette manière-là. Donc, c'est même valable pour des animaux vivants. Voilà, donc, oui, il y a vraiment pas d'exception, sauf évidemment si le produit se périme avant 2 ans, ou qu'il est tout à fait normal que le produit, dans la période de ces 2 ans-là, se dégrade avec une telle proportion. Donc, un vêtement, c'est logique qu'il se déteigne au cours du temps. Alors, attendez, hein, parce que je reprends les quelques questions. Oui, une personne demande si tout ceci est applicable aux prestations de services. Bon, je ne sais pas exactement ce qui est visé par tout ceci dans la question. Euh, oui, je ne vois pas trop bien quelle Si partie la personne qui a posé la question pourrait un peu plus appliquer préciser, peut-être. aux services, oui, tout s'applique sur les services. Bon, les 14 jours, donc, quand il s'agit d'un service, c'est à 14 jours à dater de la commande. Donc, Alors, donc une personne me demande ce qu'il en est. Donc la personne dit, je lis exactement, donc un slip ne peut être retourné pour des questions d'hygiène, mais qu'en est-il d'un Marcel également vendu comme sous-vêtement? Voilà, il me semble qu'un slip peut être retourné pour...
a aussi un droit de rétraction de 14 jours, il me semble. Mais... Pour un slip, ça c'est clair, il n'y a pas, de doute. Là, on va considérer qu'il n'y a pas de droit de rétractation, mais je rappelle, hein, il faut bien l'avoir indiqué pour ne pas avoir induit en erreur le consommateur, hein, lui dire attention, mais il faut qu'il y ait un scellé, hein, il faut aussi qu'il soit bien fermé et qu'on ait ouvert le scellé. Hein. S'il n'est pas mis dans un scellé, évidemment, le vendeur, dans ce cas-là, ne pourra certainement pas pouvoir dire je l'ai protégé pour des raisons d'hygiène. J'aurais tendance à raisonner pour le Marcel de la même manière. Est-ce qu'il est vraiment protégé pour des raisons d'hygiène ou c'est juste pour des raisons de protection, de bonne présentation? Si c'est dans le deuxième cas, là, le retour, la rétractation est certainement, on ne peut pas enlever ce droit-là. Dans l'autre cas, il faudra peut-être voir que si un juge estimera que vous ne pouvez pas le nettoyer. Donc, il faut vraiment pouvoir montrer, vous avez vu l'exemple du matelas, qu'un professionnel, donc le professionnel avisé est censé pouvoir nettoyer un matelas, le désinfecter pour le remettre sur le marché. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de nettoyer correctement le Marcel pour le remettre sur le marché? Enfin, vous êtes censé pouvoir le faire. Mais voilà, il faudra pouvoir montrer que ce n'était pas possible. Merci. Alors, pour des produits d'occasion, doit-on appliquer une garantie? Oui, si on est professionnel et qu'on vend un produit d'occasion, la garantie, dans ce cas-là, est réduite. Elle peut être réduite d'un an. Elle peut être, hein, donc il faut l'indiquer. Elle ne peut pas être réduite de moins d'un an. Hein. Donc, quand c'est un professionnel hein, qui vend, donc quand vous êtes évidemment sur eBay et que vous achetez un particulier, là, il n'y a pas cette garantie-là. Par contre, si vous achetez un professionnel sur eBay ou n'importe où, il y a un droit il y a ce droit cette garantie légale qui s'applique, hein, que ce soit en ligne ou en magasin physique. Hein, là, ça ne change rien du tout. Hein. On considère qu'un professionnel, il doit vérifier le bon état du produit pour qu'il puisse fonctionner pendant un an. C'est le cas pour une voiture aussi. Hein. Alors, concernant le site web et les mentions légales, une personne donc demande, donc évidemment, il faut mettre le nom de la société. Est-ce qu'il faut également mettre son nom privé? Son nom Donc, si on personnel, exerce en personne physique, oui, on est obligé d'indiquer son nom et son prénom. On doit indiquer même les mêmes informations celles qui sont enregistrées dans la banque Carrefour des entreprises. Hein. Donc, c'est ça. comme Mais je donc, le si on exerce en société, là, il ne faut pas mettre son propre prénom, on peut parce que juste la se personne... contenter d'indiquer la structure légale qui est derrière. Mais attention, au niveau particulier, on ne peut pas utiliser des pseudos ou utiliser une appellation commerciale. Hein. Certains mettent un nom commercial, non, un nom commercial, ça n'a d'ailleurs pas de valeur juridique, c'est une appellation et vous ne pouvez pas faire croire que c'est une société. Au contraire, vous devez indiquer clairement votre nom et prénom. Donc, oui, il faut s'attendre à devoir dévoiler son nom, son prénom et son adresse quand on est vendeur professionnel. Hein, c'est un peu logique. Hein. Alors, pour la livraison, est-ce que vous conseillez de faire appel à un service de livraison avec un accusé de réception afin de prouver la réception du colis par le client? En fait, il n'y a pas d'obligation légale. Hein, et donc, c'est à vous à peser le pour et le contre du coût de ce genre de service et ce que ça peut vous apporter comme rassurance en tant que vendeur. Hein. Je dirais pour un produit qui vaut évidemment cher, ne fût-ce que pour des raisons de vol, si vous vous envoyez à bijoux, vous avez certainement intérêt à vous réserver des bonnes preuves de livraison pour que le produit n'arrive pas chez le voisin et que le voisin de bonne ou mauvaise foi dit qu'il n'a rien reçu hein, et que le réel acheteur dit aussi n'avoir rien reçu. Donc il faut mieux avoir bien des preuves, plus l'enjeu est important, évidemment, mieux c'est, plus vous avez de risques, plus vous pensez qu'il y a des risques de contestation, mieux c'est. Bon, ça coûte de moins en moins cher d'avoir cela. Hein. C'est souvent même, pas mal de prestataires le proposent en service standard. Hein. Il y a un moment où c'était un supplément, maintenant c'est souvent standard. Dites-vous que légalement, ça n'a pas toujours une très grande force parce que, surtout pour l'instant, la signature n'est pas requise, mais c'est intéressant surtout d'avoir un tempo, d'avoir un eurodatage, c'est à telle heure que le prix a été, enfin que le produit, le colis a été pris en possession à telle adresse. Donc c'est déjà pas mal. Alors il peut y avoir un conflit évidemment si il y a plusieurs personnes qui habitent au même lieu, que ce soit quelqu'un d'autre que l'acheteur qui en a pris possession, mais voilà, ça c'est des litiges qui sont quand même, je vais dire, plutôt rares, surtout pour des produits qui sont de faible qualité. Donc, vous tracassez pas trop pour cela. Hein.
On parle évidemment ici beaucoup de problèmes, hein, mais l'e-commerce, ce n'est pas des problèmes, hein, je vous rassure. Hein. Il faut, il faut, il faut se dire qu'il y a, oui, il y a toujours quelques contentieux. Ça fait partie des aléas de la vie commerciale. En magasin physique, il y a des vols hein, aussi. Hein. Certains magasins sont pas loin d'1% de vente, hein, de vol. Hein. Donc, ce qu'on appelle la différence d'inventaire, pudiquement, ça fait partie d'un calcul quand on fait son plan d'affaires, de tenir compte qu'il y aura des pertes de ce style. En e-commerce, les pertes ça peut être aussi du vol, hein, voilà, la fraude au paiement, et il peut y avoir ce genre de petits problèmes avec des consommateurs. Hein. En effet. Et alors, dans le même type de question, quid si le consommateur fournit une preuve de renvoi, mais que le produit n'arrive jamais, dans le cas d'un retour de produit? Ouais, c'est ennuyant. Oui, oui. Mais il me semble qu'alors, c'est si le produit est renvoyé Puis, par biposte, par voilà, exemple, il... je recommande souvent dans les conditions générales de vente de dire au consommateur que s'il retourne, de lui rappeler qu'il a intérêt à prendre un service qui fait le tracing du produit. Hein. Vous ne pouvez pas le forcer, mais si vous lui rappelez que c'était plus prudent de le faire cela et que délibérément il n'a pas choisi cela et que le colis se perd, bah là vous aurez plus facile à mon avis à obtenir l'adhésion du juge en disant que c'est de sa faute au consommateur. Il avait qu'à prendre à payer 2 € de plus pour avoir ça. Donc, oui, mais ça, je peux vous dire que enfin, ça sera évidemment le juge qui va trancher, si ça va jusque-là évidemment. La plupart du temps, c'est la justice de paix hein, qui est compétente et le consommateur a le droit de faire appel à la justice de paix de son arrondissement judiciaire, hein, peu importe ce que vous avez mis comme texte dans vos conditions générales de vente. Hein. Donc, les conditions générales de vente, vous pouvez mettre ça, mais ça sera par défaut, mais la plupart du temps, le juge du pays du consommateur et dans l'arrondissement du consommateur a le droit de se saisir de l'affaire et donc d'examiner selon les règles et enfin, selon en bonne partie les habitudes de ce pays. Hein. Donc, il y a des pays où on peut dire que le consommateur est souvent bien protégé, en particulier l'Allemagne. Hein. Donc, soyez attentifs par rapport à ce genre de destination. Vous avez beaucoup plus proportionnellement de contentieux que d'autres hein, que d'autres pays. Alors, bonjour, existe-t-il des assurances concernant les droits de garantie? Les droits de garantie Euh, non, je n'ai pas, j'ai pas de connaissance en tout cas d'assurance. Enfin, ma réaction par rapport à cela, je considère qu'une assurance, elle est là pour vous protéger contre un risque dont la probabilité est très faible, mais dont les conséquences sont très graves. Et donc, on a intérêt à s'assurer pour ce genre de situation, un incendie par exemple, où on risque de perdre tout son stock, mais la fréquence, elle est très rare. Ça a du sens parce que ça peut complètement mettre en question votre activité économique. Et donc, se couvrir avec une assurance pour ce genre de risque, ça me semble pertinent. Par contre, se couvrir pour, par exemple, la perte de colis, ça, c'est, personnellement, je trouve un mauvais calcul économique. Pourquoi? Bah, évidemment, vous allez payer une prime. La prime, elle est calculée en fonction de la probabilité. Si la probabilité qu'il y ait une perte de colis est de 1%, vous allez payer une prime qui va être probablement de 1,5 ou 2% du montant de vos colis, parce qu'évidemment, la compagnie aérienne, la compagnie d'assurance, va prendre son bénéfice. Et s'il apparaît qu'au lieu d'avoir 1% de probabilité de perte de colis, vous en avez 5, que va faire la compagnie? Elle va voir que c'est au-dessus dans son benchmark de probabilité de risque et elle va résilier votre contrat. Et puis, dites-vous enfin, dans ce genre de contrat, il y a un tas de clauses qui vont permettre de rejeter votre demande de remboursement, où les procédures pour récupérer l'argent sont tellement compliquées qu'à un moment, vous allez vous dire, je ne vais pas passer 1 heure pour cela, ça ne vaut vraiment pas la peine, je perds mon temps économiquement. Donc, pour par exemple, les assurances perte de colis, non, si vous estimez que vous avez 1% de perte de colis, que c'est la probabilité de perte de colis, bah, rajoutez dans votre plan d'affaires
que vous avez 1% de perte potentielle. C'est mieux que de payer finalement 1,5% ou 2% de prime. Donc, pour les garanties, c'est pareil. Si vous pensez que vos produits ne sont pas fiables, vous ne les vendez pas. Hein. Attention, c'est même plus dangereux. Enfin, une assurance ne va pas vous couvrir contre des fautes que vous avez commises. Et par exemple, une faute, vendre un produit électrique qui n'est pas conforme. Donc, votre responsabilité pénale est engagée, évidemment, là-dessus. Et vous ne serez pas couvert par une assurance. Si vous avez vendu un produit, je connais un e-commerçant qui vendait des produits qui venaient de Chine, qui n'étaient pas du tout conformes aux règles. C'est de la folie hein, d'être e-commerçant et de vendre ce genre de produits. Je vous recommande d'ailleurs de ne pas vendre de produits pour enfants et de ne pas de vendre de produits électroniques. Pour ces deux raisons, en tout cas, si vous avez comme fournisseur des fournisseurs qui ne sont pas européens. Parce que, bon, souvent, ils vous prétendent qu'ils respectent la norme, mais la charge de la preuve que le produit est conforme vous appartient. Donc, c'est à vous à payer les tests pour vérifier si le produit est conforme aux normes. Donc, si vous avez un doute là-dessus, ne prenez pas d'assurance, elle ne va pas vous couvrir hein, contre cela. En effet, merci de cette mise en garde qui est assez importante. Alors, j'ai pas mal de questions sur le droit de rétraction et la garantie autour des aliments frais. Peut-être redire en 2-3 mots parce que voilà, tu l'as déjà dit dans la présentation, mais peut-être redire en 2-3 mots. Donc, le délai de rétractation ne s'applique pas pour les produits frais, donc les produits qui peuvent se détériorer, bon, disons dans une période d'à peu près de un mois et demi. Voilà. Donc, si votre produit se détériore normalement pendant cette période-là, ou qui se périme, que la date légale la date limite de conservation est dans ce délai-là, ben, vous pouvez indiquer sur votre, il faut l'indiquer, hein, que le consommateur n'a pas droit de rétractation s'il prend ce genre de produit. Par contre, si c'est le délai recommandé de conservation, là c'est différent. Hein, je ne sais plus, la DLC, c'est un autre nom, j'ai oublié l'acronyme. Hein, mais donc là, ça veut dire que le produit perd un peu ses qualités au-delà de la date, qui ne peut plus être vendu après cette date-là, mais il peut être encore conservé. Et donc là, ce genre de produit a tout à fait le droit de se rétracter. On a le droit de se rétracter, acheter des pâtes. Il y a un e-commerçant qui a bien fait rire dans son contentieux parce qu'il prétendait qu'il vendait du vin et donc le consommateur n'avait pas le droit de se rétracter. Et le juge, il va bien rire. Hein, une bouteille de vin qui est conservée plusieurs années, ben, se bonifie souvent. On ne peut vraiment pas dire qu'elle se périme en un mois. Donc voilà des exemples qu'il ne faut pas faire. Hein, mais ça dépend ce que vous vendez. Hein. Si vous vendez de la salade, ben, évidemment, aucun doute hein, qu'il n'y a pas de délai de rétractation dans ces cas-là. Hein. Alors, il y a une question par rapport aux frais de retour. Est-ce qu'ils peuvent bien être à la charge du client? Donc ça, je pense que tu as confirmé que c'était en effet bien le cas. Si on l'indique bien, explicitement, hein, évidemment, pour que le consommateur soit au courant de cela avant qu'il ait passé commande. Alors, il y a une question par rapport à la vente via Instagram. Donc, énormément de personnes qui vendent via Instagram demandent de les contacter par message privé pour avoir plus d'informations concernant le prix notamment. Est-ce que c'est légal du coup de faire comme ça? Vous présentez une offre, l'offre est censée être complète, donc avec le prix, oui. Le prix doit être indiqué, les caractéristiques du produit doivent être indiquées, et donc bon, il faudrait voir exactement ce que le point de vue du SPF Economias en la matière pour l'instant. Je pense ça a peut-être un peu évolué avec le développement d'Instagram, mais cette question-là, elle avait été posée il y a 3 ans par rapport à une offre sur Facebook, et là, clairement, ils avaient dit non, vous mettez une photo, là, vous n'êtes pas du tout en conformité. Il faut que la personne n'ait pas juste l'info, il faut qu'elle ait l'info complète. En tout cas, si on lui demande de se décider. Alors, par contre, évidemment, si après il y a une période de discussion entre les deux parties, ça c'est différent. Donc, si j'ai bien compris, il y aurait un échange entre les deux parties. On a mis une photo, on demande une info, on met un prix. Ben, et si la personne confirme, évidemment, et si elle est liée, en fait, si elle est liée par sa réponse, oui, il faut que, avant qu'elle soit liée par la réponse, elle ait toutes les infos. En fait, tenez Donc, par compte. exemple, concernant les mentions légales obligatoires, c'est un peu compliqué de les mettre sur Instagram souvent. Ah non, là, les mentions légales doivent y être hein, sur Instagram, hein, ça c'est clair.
C'est ça. Facebook a régularisé ça quand la réglementation est apparue, donc il y a tout à fait moyen d'indiquer toutes ces informations-là sur Instagram. Donc là, non, c'est indiscutable. Quand on est un professionnel, hein, on crée une page avec la possibilité de mettre toutes ces mentions-là. Il faut les remplir, évidemment, hein, mais Facebook ne le fait pas, ou enfin Facebook, qui est propriétaire d'Instagram, ne va pas le faire à votre place, mais vous êtes tenu de le faire. Oui. Donc, dans les sites Pardon. contrôlés, il y a des sites, en tout cas Facebook et Instagram, qui ont été repérés comme étant effectivement incomplets par rapport à cela. Hein. Alors, une question en B2B. Est-ce que le droit de rétractation existe aussi? Est-ce que c'est le même en B2B? En B2B, il n'y a pas de droit légal de rétractation. Donc, on a voulu protéger le consommateur final, qui a priori est moins au courant de ce qui se passe. Par contre, le professionnel est censé savoir quand il achète, bien réfléchir à ce qu'il faut poser comme question et donc, dans ce cas-là, effectivement, il n'a pas cette possibilité de se rétracter. Alors attention que ça c'est la règle générale, mais en tout cas il faut bien l'indiquer. Hein, si vous vendez en B2B et en B2C, indiquez bien que si c'est un professionnel qui achète, il n'aura pas ce droit de rétractation, parce que si vous ne faites pas la distinction, ben, il aura le droit de cela aussi. Et tenez compte que dans certains pays, on a un peu plus rendu cela sévère vis-à-vis de certains types de professionnels que le législateur dans ces pays-là considérait comme étant un risque. Alors, si je me rappelle bien, en France, par exemple, un indépendant ou une société de moins de 5 personnes peut obtenir ce droit de rétractation. Est considéré dans ce cas-là comme étant un consommateur. Et bon, ça se discute dans pas mal de pays. Peut-être que ça va être aussi harmonisé ce point-là à un moment ou à un autre pour un peu mieux protéger le petit indépendant qui souvent un peu est persuadé qu'il a finalement les mêmes droits que s'il était particulier quand il achète en ligne, alors que en principe l'Europe en tout cas n'accorde cela qu'à ceux qui est considéré comme étant consommateurs. Et attention, là on parlait d'un indépendant à titre complémentaire, il est un professionnel. Hein. En effet. Alors, une personne offre des conseils personnalisés sur rendez-vous en ligne qui sont donc payés à l'avance. Il a eu la situation suivante, le client ne s'est pas présenté au rendez-vous et il réclame du coup le remboursement. Est-ce que la personne est obligée de rembourser ou pas? Ça, c'est tout l'intérêt d'avoir des bonnes conditions générales de vente hein, par rapport à ça. Hein. Alors que c'est un En peu, effet. je ne vais pas dire pour mais toute une série de points qu'on vient d'évoquer. Quand il y a un flou potentiel, c'est toujours bien intéressant de l'avoir précisé dans les conditions générales de vente, ce genre de situation. On l'indique. C'est pas sûr que le juge va suivre complètement nos conditions générales de vente. Il va peut-être dire ah, cette clause-là est abusive ou autre, hein, ou évidemment si elle est contraire à une loi, là il va la rejeter. Mais c'est mieux de l'avoir précisé parce que si vous voulez préciser que dans telle situation ça se passe comme ça, là je parlais du Marcel par exemple. Bon, si le consommateur est bien au courant de cela, qu'il a enlevé le scellé, vous aurez quand même plus facile à vous défendre là-dessus. Mais là même par rapport à ça, je serais quand même assez prudent. Peut-on refuser de vendre dans le futur à un client qui a posé des soucis par le passé? Un client indélicat, pour être exact. Ah non, on ne peut pas. Et précisons, mais ça, vous aurez peut-être l'information sur la partie RGPD, qu'on n'a pas le droit de faire des listes noires. Hein, ce genre de fichier est complètement illégal. Hein, donc faites attention. Il ne faut pas qu'il y ait de preuve qu'il y ait de ce genre de fichier dans votre entreprise parce qu'on n'avez pas le droit. Et vous ne pouvez pas refuser une vente de façon discrétionnaire ou comment on appelle ça je ne retrouve plus le terme discriminatoire, oui. Donc vous pouvez dire par exemple, je refuse de vendre vers la Corse. Ça, vous avez le droit. Hein, mais vous n'avez pas le droit de refuser de vendre aux Corses en tant que citoyen. Hein, parce qu'un Corse peut très bien passer commande pour être livré à Toulon. Il peut très bien passer votre commande sur votre site en disant vous livrez pas la Corse, et
Vous avez un argument qui est de dire, bah, tiens, ça coûte trop cher, ou enfin n'importe quoi. Là. On n'est absolument pas obligé d'accepter enfin, du moment qu'on a indiqué qu'on accepte les ventes dans tel ou tel territoire, on peut refuser les ventes ailleurs. Hein. Donc on peut tout à fait dire, je refuse les ventes en dehors de l'Europe, par exemple, hein, c'est tout à fait légal. Et vous pouvez très bien refuser une destination, mais pas refuser en fonction évidemment de race, de nationalité ou autre. Hein. Et quelqu'un qui n'a pas été, avec qui vous avez eu un litige, bon, sauf si la justice évidemment vous interdit d'entrer en contact avec lui, mais si vous n'avez pas ce genre de décision, vous avez l'obligation d'honorer la vente. S'il a volé, ben, s'il y a une décision de vol, ça sera différent, mais si c'est juste que vous avez suspecté qu'il a fraudé, vous ne pourrez pas refuser la vente. En tout cas, à ma connaissance, je sais que ça pose souvent des problèmes, que par exemple, Zalando, à un moment, a voulu dire, ah, ben, écoutez, quelqu'un qui se rétracte trop souvent, ben, on va plus lui accorder à lui le retour gratuit. Et ça, les associations de consommateurs sont montées au créneau en disant, ben, écoutez, là, c'est pas un argument crédible. Non, vous dites que le retour est gratuit, il doit être gratuit pour tous, même si quelqu'un a le droit de se rétracte 6 fois ou autre, puisque le droit, c'est un droit légal et on n'est pas obligé de se justifier, donc on peut se rétracter autant de fois que l'on veut. Alors, une autre question. Donc, pour les sites donc, qui sont dans différentes langues, est-ce que les mentions légales et les conditions générales de vente doivent être traduites dans chacune des langues du site? Ouais, ça, c'est un sujet un peu complexe et difficile à déterminer. Si vous êtes en Belgique, hein, que vous n'êtes pas obligé de vendre dans les 2 langues du pays, hein, il n'y a pas en tant que société privée, il n'y a pas de loi linguistique qui s'applique, hein, c'est évidemment différent pour les organismes publics. Mais si vous mettez votre offre en français et en néerlandais, vous devez mettre vos conditions générales de vente dans les 2 langues. En tout cas, il n'y a pas une obligation formelle, mais c'est vraiment vivement recommandé. Parce que vous risquez vraiment très facilement que le juge considère que les conditions générales de vente ne sont pas opposables, puisque le consommateur a pu acheter en néerlandais et ben, pour ces droits-là, vous lui avez refusé la possibilité d'avoir en néerlandais, vous lui avez donné que le français. Et donc, vous vous mettez vraiment en position très délicate pour vous défendre. Il y a beaucoup de chances qu'on va vous considérer que les conditions générales de vente ne sont pas valables, ne sont pas opposables. Mais ça, il faudrait peut-être voir et peut-être des avocats parmi l'audience qui ont plaidé ou été dans ce genre de situation qui peuvent peut-être réagir par rapport à cela, mais j'ai l'impression en tout cas que vous avez vraiment intérêt à mettre dans les mêmes langues. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande vivement. Un commerçant récemment qui a décidé de vendre en Allemagne, je lui ai dit non, non, mettez pas vos conditions générales de vente en anglais, si vous avez mis toutes vos fiches en allemand. Il faut traduire ça en même temps. Et vous n'êtes pas Merci. évidemment obligé de mettre en allemand vos fiches produits. Hein. Vous pouvez vendre très bien en Allemagne et dire aux consommateurs, bah, ils se débrouillent avec l'anglais et le français. Alors, vous avez mis les conditions générales de vente en anglais et en français. Et s'il a passé commande, bah, c'est qu'il est censé avoir compris l'anglais ou le français, et donc censé avoir compris vos conditions générales de vente. Alors, toujours sur le fait de refuser une vente à un client, si un client a des arriérés de facture, est-ce qu'on peut refuser les nouvelles ventes? C'est un point qu'on met souvent dans les conditions générales de vente, oui. Merci. Oui, Je précise juste pour l'audience, mais donc on arrête de prendre des nouvelles questions parce que c'était jusqu'à 18h30 si je ne m'abuse. Donc voilà, on va vite. Il y a encore une ou deux questions qui restent à répondre. Alors, il y a quelqu'un qui demande une brève explication des obligations légales du règlement européen dit P2B pour Platform to Business. Bon, ça, je pense qu'on va en parler lors de la session sur les aspects juridiques de la vente à l'international mercredi. Donc ça, je conseille à la personne de s'inscrire à cet événement. Alors, il y a une personne qui demande plus d'informations sur les droits d'auteur. Alors là, je conseille à la personne d'appeler le 18-19. On lui expliquera plus long en large sur les droits d'auteur. C'était pas vraiment le sujet du webinaire ici ce soir. Donc, pour les arriérés de facture, ça, on a répondu. Il
Et alors, enfin, oui, un site qui demande une participation aux frais, est-ce que c'est du e-commerce? Alors là, bon, je sais pas, j'ai pas plus d'informations. Je sais pas si tu vois de quoi on parle exactement. Participation aux frais, oui, c'est un coût, donc ça doit suivre le même processus a priori de commande. Donc si même si le produit est gratuit mais qu'on fait payer la livraison, si c'est peut-être ça auquel on fait référence, oui, ça doit entrer dans ce schéma-là, oui. On doit respecter les règles. Je rappelle, les mentions légales doivent être applicables même si on ne vend pas en ligne, hein. C'est pas ça, cette partie-là, et s'adresse à tout le monde. Et par rapport au bouton je paye, bah oui, même si le produit est gratuit mais qu'on fait payer juste les frais de participation aux frais. Donc j'imagine par exemple un échantillon qu'on envoie gratuitement, enfin qu'on n'envoie pas gratuitement, oui, c'est une vente, oui. À ma connaissance, en tout cas, je ne vois pas trop bien comment on pourrait échapper, sauf. Ouais, non, je ne vois pas. Merci. Et alors, il y a voilà, vraiment la dernière des dernières. Une personne demande s'il y a la même, donc il y avait la problématique avec Smart, est-ce que la même problématique existe avec Job Yourself? Je ne sais pas si tu connais, c'est vraiment spécifique en région bruxelloise. Mais Pas, l'idée, c'est également d'utiliser le numéro d'entreprise. En fait, on n'a pas son propre numéro d'entreprise, on utilise celui de Job Yourself. et c'est une SBL? C'est une coopérative, si je ne m'abuse. Une société coopérative. Ouais. Là, je Bon, la voilà. personne peut, je vois que c'est Florence qui a posé la question. Dans tous les cas, vous pouvez vous renseigner auprès de Job Yourself, hein. Ils s'y connaissent Oui, là-dedans. on va vous préciser cela. Contactez le SPF Économie si vous voulez vraiment avoir être rassuré. Bon, je crois que c'est une bonne manière de procéder, d'aller voir, avoir un avis là-dessus. Contacter éventuellement aussi le guichet d'entreprise. Mais oui, là, vous n'avez pas passé par un guichet d'entreprise avant à ce stade-là. Mais Non, pas encore. ou, Voilà, mais bon, le mieux, c'est de contacter directement Job Yourself. Ils sont habitués à accompagner de entrepreneurs et ils ont souvent déjà eu la question. probablement que c'est un bon Euh, tremplin, mais pas, c'est pareil, hein, je trouve que c'est vrai que c'est pas toujours facile de se lancer, mais en e-commerce, comme il n'y a pas de date précise d'activité, c'est vraiment créé pas mal de, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal détourné la logique qui était derrière ces activités-là, qui étaient prévues pour aider les artistes. Et c'est assez triste en Belgique, il n'y a pas un contrat, un statut bien solide pour ce genre de profession. Et donc, Smart était vraiment est une très bonne manière pour trouver une solution par rapport à ce qui existe au niveau des statuts légaux, mais pour faire de la vente en magasin. C'est a priori pas le statut approprié. voilà, ben, merci beaucoup Damien. On arrive à la fin de cette longue session. Voilà, beaucoup de participants te remercient pour ce webinaire qui était très très intéressant. Et merci pour ton temps puisque ça a quand même duré ben, deux bonnes heures. Donc pour tout On le a parlé monde, beaucoup pour de tous les choses qui sont un participants, peu pardon. contraignantes, mais j'ai parlé de pas mal de choses qui sont un peu contraignantes, mais voyons aussi l'autre côté de la barrière, hein. Donc, faut pas, je ne voulais pas finir sur cette note en disant attention, attention, attention. Oui, il faut parfois faut tenir des règles. Vous savez que les règles, elles ne sont pas toujours respectées non plus à 100%, et que bon, il faut trouver parfois un équilibre, mais il faut surtout penser votre business avant tout. Et je vois trop souvent des entrepreneurs qui ne réfléchissent pas suffisamment à leur projet. Certains s'inquiètent beaucoup trop des aspects juridiques par rapport à ce qu'il faut, d'autres s'en inquiètent absolument pas. Donc, il faut trouver un bon équilibre et surtout bien concevoir son projet dès le départ. Et j'ai remarqué, il y avait aussi un article que je pense que vous avez publié récemment sur le site 1819 sur les points d'attention quand on se lance dans l'e-commerce. Voilà une source encore parmi d'autres Tout à fait. pour se lancer. Tout à fait. Sur notre site 1819, on a en effet beaucoup d'informations assez utiles à ce niveau-là et vous pouvez nous appeler s'il y a des choses qui ne sont pas claires.
Voilà, je propose qu'on en reste là. Merci à tous d'avoir participé. Vous avez été plus de 90 à participer, donc ce qui est toujours très chouette quand on organise des webinaires, d'avoir beaucoup de gens comme cela. Visiblement, vu vos retours, c'était intéressant, donc ce qui est le but aussi et ce qui est chouette également. Merci Damien, et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres sessions si vous le souhaitez pendant cette semaine qui est spécialement dédiée à l'e-commerce et à la vente à l'international. Au revoir tout le monde.